Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un bon café entre amis en ce dimanche pluvieux. Je suis avec Catherine, comment ça va? Bonjour Audrey, comment vas-tu? Ben, ça va très bien, on vient de bruncher et thrifter. On a thrifté toute notre vie. Et qui est les deux activités préférées des millénials. Bruncher et thrifter. Et enregistrer un podcast. Ah oui. Et boire du café. Aussi. Et être stressé. Faire de l'anxiété, mais ça, c'est un bonus. C'est comme la case gratuite au milieu de ta carte de bingo. On peut toute la mettre. L'anxiété, on peut toute la mettre tout le temps. Fait que s'il y en a qui avaient oublié, mettez-le, là, ça... Hein, ce serait plate de perdre à cause de ça. Mais pour vrai, on jouait au bingo à mon party de Noël, puis il a fallu que je dise aux plus jeunes de mettre la case dans le milieu, puis qu'ils étaient comme « Ah, pourquoi il n'y a jamais gratuit? » Non, c'est parce qu'on est dû pour les envoyer voir le film des Belles-Sœurs. Oui! Ça s'est perdu, les connaissances du bingo. Je trouve ça un peu décourageant. C'est notre patrimoine. C'est notre patrimoine, le bingo. C'est notre patrimoine québécois. C'est important, la vieille culture. Ah, une case gratuite. Je te gage que les petits jeunes, ils savent pas jouer au 500 puis au crib non plus. Non, je te dis, ça c'est juste faire des TikTok. Si seulement il y avait du monde qui partait un trend de jouer au crib sur Twitch. Oh wow! Ça serait malade. Est-ce que vous regarderiez du crib sur Twitch? Laissez-nous savoir, on a peut-être une autre carrière. Tu sais, je m'excuse, mais après les Trad Wives, là, Trad Gaming, tu pars, moi je joue au backgammon sur Twitch à tous les jeudis soirs à 10h. Yeah! Non, mais je veux dire, pourquoi ça existe pas? Ça serait bien plus wholesome. C'est bien plus... ça va pas empêcher personne de se faire avorter. Donc, sur ces idées de business... Catherine, tu vas nous raconter une histoire de crime du temps d'avant? Oui, bonjour. Je vais vous raconter une histoire de crime du temps d'avant. Aujourd'hui, je vous parle d'un attentat à la bombe. Ouh là là. Complètement oublié. Oh non! Non, je sais pas pourquoi on n'en a pas plus parlé que ça, puis qu'on n'en parle pas plus, puis tout à coup, j'étais allée écouter l'épisode de « L'histoire ne s'arrête pas là » de Radio-Canada, d'André Martineau là-dessus, mais finalement, l'histoire s'arrêtait au bout de 22 minutes, puis je trouvais ça un petit peu décevant. Fait que je suis creusée. Il porte mal son nom, ça. Non, mais il y avait comme zéro information, puis comme c'était comme « Ah ben, c'est fini! Et maintenant, nous allons parler d'un sujet légèrement connexe. » Puis j'étais comme « Ben voyons donc, sacrément! » L'histoire s'arrêtait là, très rapidement. Oui. Et donc, je vais vous parler de l'attentat oublié de la gare centrale de Montréal, en 1984. Oh. Voilà. Mais juste avant, moi, je vais vous recommander un café. Et en fait, c'est un café qui nous a été recommandé par une auditrice, donc c'est plutôt Noémie qui vous recommande le café Nucleus Finca Antonio Recinos. Si vous entendez un bruit dans le background, c'est mon chat qui joue dans les armoires de cuisine. Alors, c'est le Finca Antonio Recinos. Il est d'origine guatémaltèque. C'est d'un niveau médium, donc il nous plairait autant à Catherine qu'à moi. Un procédé naturel et il dit qu'il a des notes de fraises, de fruits mûrs et de coco. Alors, ça sonne comme un délicieux dessert. Alors, c'est Naomi... Mon chat, il se promène maintenant sur la table. Bonjour, Albert. Alors, c'est Comment allez-vous, félin? Il recommande Finca Antonio Recinos du torréfacteur Nucleus. C'est disponible en ligne si vous le cherchez. Et Albert va s'asseoir sur le cas de Catherine. Ben, c'est correct. Je connais le début, là. Je vais pouvoir quand même te raconter un petit peu, faire mon intro. Alors aujourd'hui, chers auditeurs, chères auditrices, je vais vous parler d'une vieille histoire du bon vieux temps de 1984. Je sais pas si old-timey time! On s'en vient vieille, Audrey, faut l'accepter! Mais non, c'est ça. Je vais donc vous parler d'un attentat à la bombe qui a eu lieu en 1984 à la gare centrale de Montréal et dont par la suite, on n'a pas parlé beaucoup. Mes sources! Il y a justement l'épisode de L'histoire ne s'arrête pas là qui s'est arrêté au bout de 20 minutes consacré à cela. C'est un balado de Radio-Canada qui est disponible sur audio. C'est animé par André Martineau. C'est quand même... C'est nos taxes qui payent ça. C'est nos taxes qui payent ça. Je suis quand même contente que nos taxes payent ça en tant que grande amatrice d'histoire. Mais en même temps, mon Dieu que j'aurais aimé ça qui parle
moins du pape, parce que ça concerne le pape, cette histoire. Oh my God! Et plus de l'attentat, parce que comme... Je trouve que c'était un peu lacking. Puis moi, j'ai décidé de faire le contraire et de pas beaucoup parler du pape. Mais on va en parler un petit peu quand même. Fuck le pape. Il est en train de mourir, là, sa double pneumonie, présentement, le pape. Les gens après l'avoir dit, j'ai fait comme « Oh, whoops! » Bon, mais à part de ça, ma source principale est, le pape. assez étrangement... Non, laisse le pape tranquille. Une édition du Allopolis. Oh. Qui était le truc le plus sensationnaliste, bizarre que j'ai lu de ma vie. Puis il y avait comme un article où ce qui était comme dans les journaux, tout le monde a plagié Allopolis. Alors on veut shout-out tous les hosties de journalistes qui ont plagié Allopolis. Parce que nous autres, on avait plein de scoops, puis tous les autres médias, ils ont copié Allopolis. Puis c'était écrit Allopolis en majuscule pour toutes les 2 lignes. C'était, ouais. Fait que Allopolis qui a été plagié par tout le monde, apparemment. Ben, et après ça... Il y a beaucoup de codes qui se passent comme dans les années 60, 70, 80, que comme les autres médias font juste copier le Allopolis, parce que le Allopolis, il y avait comme... Il y avait moins de morale, on va se dire ça de même. Il se gênait pas pour aller en prison, jaser avec le monde et il s'en foutait un petit peu, là. Non, mais là-dedans, il y avait des photos de bouts de cadavres. Ouais. It was quite something. Comme il y a quelqu'un présentement qui a parti une infolette où est-ce que vous pouvez vous abonner aux archives de Allopolis, mais comme faites attention, là, des fois, il y a des photos que... On n'a pas vraiment le goût de voir à 8h du matin en faisant son café. Non, en tout cas, c'est un peu particulier. C'est pas pour tout le monde. Mais donc, il y avait énormément d'informations dans le Allopolis. Et à part de ça, je suis allée retracer différents autres pans de cette histoire, qui a quand même beaucoup de ramifications à travers des articles de La Presse, Le Quotidien et La Patrie. Qui sont disponibles sur la BANQ. Si vous voulez mes sources, vous pouvez m'écrire et je vais vous les envoyer par la tête. Non, mais... Donc, je vais vous parler de l'attentat à la gare centrale. Notre histoire commence le 3 septembre 1984 à la gare centrale à Montréal, qui est située sur la rue de la Gauchetière. Oui. Oui. Okay. Oui. Je m'excuse, il y a maintenant 2 chats sur moi. T'as comme pas l'air concentré, c'est ça. Non, c'est parce qu'il y a 2 chats sur moi. Bon, c'est okay, correct. J'ai 0 chat bon, maintenant. c'est beau, là. Donc, ça commence à la gare centrale, sur la rue de la Gauchetière. Il y a 4 amis français qui se rejoignent là le matin. Il s'agit de Joël Marie, Éric Nicolas, Michel Dubois et Marcel Florence Leblond, dite Florence. C'était mieux que Marcel. Marcel, bien sûr, comme le maquillage. Mais donc, ces 4 amis qui sont âgés dans la mi-vingtaine, ils ont entre 22 et 25 ans, respectivement. La plus jeune, je pense que c'est Florence, mais là, encore là, Allopolis et les autres sources que j'avais avaient toutes des âges différents pour eux autres, fait qu'on le sait pas. Oui. Mais tous ces jeunes amis de la mi-vingtaine... Parce que les Français, ils vieillissent pas comme nous, c'est connu. Peut-être. Surtout à cause des cosmétiques, Marcel. C'est le vin et l'huile d'olive. Oh, le vin rouge! L'huile d'olive, mon Dieu! Sont-ils allés en Italie? C'est les Italiens. Et c'est les le vin et le Grecs. beurre. Mais donc, ces 4 amis sont en voyage au Canada depuis le 17 juillet ben, ça aussi, les sources divergeaient. Mais donc, ils sont arrivés pour faire le tour du Canada, sont arrivés à Vancouver, ils ont traversé tout le pays au complet pour faire de belles vacances. Et là, on est le lundi de la fête du travail, le 3 septembre, et ils vont rentrer en France le soir même. Mais là, justement, à cause des hôtels. Les hôtels étant ce qu'ils sont. Ils veulent pas juste garder tes bagages une fois que t'as check-out, maudite affaire. À la gare centrale, il y a des casiers. Donc, les 4 amis se retrouvent là le matin pour mettre leurs bagages dans des cases, puis ils décident qu'ils vont visiter toute la journée la ville de Montréal avant de rentrer en France. Et donc, ils déposent leurs bagages dans des cases, et ensuite, ils vont déjeuner au McDonald's. Il y a encore un McDonald's qui est là, je sais pas si c'est le même dans la gare centrale. Dire comment il y a plein de bons restaurants de brunch. Ouais, mais ils sont peut-être paumés. C'est des Français en voyage, genre. Puis du coup, Éric Nicolas, on sait que c'est un artiste. Oh là là. Ouais. Ah ben, du coup, le McDo, ça va faire. Et blanc. Donc, ils sont allés manger des burritos matin du McDo et ensuite, ils sont retournés à la gare. Là, à ce moment-là, Florence et Joël Marie, eux autres, avaient encore leur sac puis ils décident, OK, ça fait, on va les mettre dans les cases. Fait qu'ils déposent leur sac. Florence, ensuite, va rejoindre Éric et Michel qui attendent juste à côté, à 3 pieds des casiers. Et Joël Marie, lui, a la tête dans un casier quand tout à coup, une déflagration assourdissante se fait entendre. L'explosion est suffisamment puissante pour soulever de terre un bloc d'une centaine de casiers métalliques dont les débris volent jusqu'à une centaine de pieds. Il y a 150 personnes qui attendent juste à côté parce qu'on est à côté des escaliers qui mènent au quai d'embarquement pour le train qui part vers Ottawa. Oh boy! Sous la force de l'explosion, les casiers sont transformés en projectiles de métal acérés qui volent dans les airs. Oh. Les vitres de la gare centrale volent en éclats, l'immeuble tremble, il y a de la fumée et des débris partout. Quand l'explosion se dissipe,
il y a des cris d'horreur qui se mêlent aux gémissements. Il y a des gens qui ont des vêtements en flammes, qui courent vers les sorties, et d'autres gens à l'extérieur qui essaient d'entrer pour voir ce qui s'est passé puis venir à la rescousse des blessés. Il est 10h22 le matin. Et il vient d'y avoir un attentat à la bombe à la gare centrale. My God. Ça prend un petit 4 minutes aux policiers et aux ambulanciers pour arriver sur place, ce qui est vraiment génial. Donc, ils arrivent là-bas et rapidement, ils constatent qu'il y a énormément de blessés. Au début, c'est difficile à savoir il y en a combien exactement parce que, justement, la gare, une partie de la gare a été comme complètement démolie par l'explosion. Là. Fait qu'il y a des débris partout, il y a des bouts de casier, il y a des gens en dessous des casiers. Fait que là, les ambulanciers, les policiers commencent à rentrer là-dedans, sortir des gens. Il y en a qui réussissent à sortir d'eux-mêmes parce qu'ils sont un peu moins blessés et qui aident des taxis pour se rendre à l'hôpital. C'est quand même... T'imagines-tu si tu reçois un casier par la tête puis tu sors puis t'es comme « Ah, j'aimerais ça aller à l'Hôtel Dieu, s'il vous plaît. » Mais donc, il y a d'autres qui sont évacués par des bons samaritains. Il y a des gens qui sortent dans la rue puis ils sont comme « Faudrait que j'aille à l'hôpital. » Puis il vient avoir une explosion. Fait qu'il y a des gens en auto qui sont sur de la gauche routière puis qui disent « Ben, je vais t'amener à l'hôpital si ça n'a pas de sens. » Fait que tout le monde se mobilise. À travers ça, il y a une femme dont tous les témoins parlent. Il y a une femme qui crie parce que quand ça a explosé, il y a eu, tu sais, un coup de vent. C'est de la déflagration, ça fait une onde de choc. Mais le vent lui a fait perdre son enfant qu'elle avait dans ses bras. Une petite fillette qui lui a été arrachée des bras par le souffle de la déflagration. Et heureusement, la petite fille va être retrouvée saine et sauve. Mais tous les témoins parlent de cette femme qui criait qu'elle avait perdu son bébé. Ben là, oui, c'est déchirant. Hein? Bon. Mais donc, la petite fille va être retrouvée saine et sauve, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Donc, il y a une quarantaine de blessés. Il y en a un, André Lantaigne, qui est un employé de la construction de 24 ans. Il est projeté au sol par l'explosion et il perd connaissance. Par la suite, il va témoigner. « J'ai été soulevé, projeté sur le sol avec une force incroyable. Je suis tombé dans les pommes. Et lorsque je me suis réveillé, ça me chauffait sur tout le corps. » Fait que je pense que lui, il était pas pire, mais il y en a d'autres dont les vêtements ont brûlé sur leur corps. Fait qu'il y a eu des grosses brûlures, tu sais, 3e degré, tout ça. Mais c'est comme une immense bombe, là. C'est une immense bombe, oui. C'est pas un petit... C'était une bombe qui... Je vais en reparler un peu plus loin dans mes notes. Tu vas en parler quand on va arriver, mais je suis comme, OK, c'est comme une grosse bombe. Là. Oui. Ben, justement, je vais faire une petite parenthèse. C'était une immense bombe, puis quand la police est arrivée, sur le coup, les gens ont eu peur que c'était le FLQ. Mais, bien vite, la police, ils ont rassuré les gens, puis ils ont dit non, il n'est pas question que ce soit le FLQ. Ça, c'est comme 10 fois plus gros que les bombes que le FLQ construisait. Ben ça, puis pourquoi il aurait fait un attentat là? Il n'y a pas de raison, mais tu sais, comment il s'appelait? Pierre-Paul Geoffroy avait fait un attentat à la Tour de la Bourse. Ouais, mais je veux dire, c'est la Tour de la Bourse. Oui. Ben, je sais pas. C'est comme je sais pas trop. Comme un gros centre économique, fait que je comprends que ce soit ça qui soit pris comme cible, mais je veux dire, la gare centrale, comme tu vas faire... Il y a comme plein de morts que ça va être des innocents, puis comme c'est pas... Je veux dire, c'est pas le centre de l'économie, tu vas pas faire un frein au capitalisme si tu t'en prends à cette institution-là, là. Je veux dire, c'est juste des gens qui transitent, c'est pas... Ça aurait pas fait avancer leur plan. Je comprends que c'est peut-être parce que c'est comme l'expérience qu'on avait de violence dans la ville, fait qu'on l'a attribué au FLQ, mais comme... Je comprends le chemin. C'était pas comparable. Mais... Puis les pourquoi de l'explosion sont aussi très difficiles à cerner. Puis on va y revenir dans pas très longtemps. Mais c'est ça. Ce que j'ai un peu plus tard dans mes notes, il me semble que c'est l'équivalent de 10 kilos de TNT, de dynamite. C'était ça la force de l'explosion, mais c'était pas de la dynamite. C'est une espèce de bombe composite. C'est un truc plastique, là. Mais c'est ça. C'était l'équivalent de comme 10 kilos de dynamite qui a explosé. C'est énorme, là, la bombe. Ouais, je suis comme... Parce que moi, ce que je pensais qui était arrivé, c'était genre une petite bombe qui avait été mise dans un casier. Non. Pour que les casiers, ils se détachent du mur et tout. Ouais, non, puis là, tu me décris ça, puis je suis comme, OK, non, c'était pas une petite bombe laissée dans un casier. Mais... Non, c'était une grosse affaire. Il y a une autre victime qui raconte que il a reçu un morceau de métal dans le dos, puis que justement, il a été évacué, mais comme les gens l'ont soulevé, puis il fallait qu'il reste à plat ventre parce qu'il y a un gros morceau de métal enfoncé dans son dos. C'est des grosses affaires. Il y en a d'autres qui s'en tirent avec des brûlures, comme j'ai dit, d'autres des commotions, et tous les blessés sont dépêchés diligemment aux hôpitaux des environs. Et Joël Marie, un de nos amis français du début, fait partie des blessés. Lui, dans un état critique, justement parce qu'il était comme dans les cases quand ça a explosé. La moitié de son visage a presque été arrachée par la force de l'explosion. Il est évacué et s'enquiert auprès des infirmiers du sort de ses amis, mais personne n'a de réponse pour lui. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a 3 personnes qui sont mortes lorsque l'explosion a eu lieu.
Leur corps a été quasiment déchiqueté par la force de l'explosion, au point où ça va prendre 2 jours entiers aux autorités afin d'arriver à les identifier. Et ces 3 personnes-là, malheureusement, ce sont les amis de Joël Marie, Florence Leblond, Éric Nicolas et Michel Dubois. Ils étaient à 3 pieds des cases au moment de la déflagration. Aussitôt, la police de Montréal est sur le cas. Les détectives responsables sont les sergents-détectives André Ménard et Jacques Grondine. Et pendant qu'on évacue la gare, il y a une téléphoniste de Via Rail qui reçoit un appel anonyme qui l'informe qu'il y a un 2e engin qui va exploser dans les prochaines minutes. Fait que la police se dépêche de dispatcher les gens et de tout vider et de tout fouiller. Il y a une énorme force policière qui est déployée et heureusement, c'était pas vrai, c'est un canular, cette 2e alerte à la bombe et il n'y aura pas d'autres attentats. On a d'autres choses à faire. Et pendant ce temps, il y a un employé de Via Rail qui approche les sergents détectives responsables de l'enquête pour leur remettre un communiqué un peu étrange qu'il a reçu le vendredi précédent l'attaque. Là, on est le lundi 3 septembre. Donc, le vendredi, le communiqué avait été donné à cet employé de Via Rail par un monsieur, et c'était un communiqué vraiment bizarre, écrit à la main, qui semblait de nature assez menaçante. Sauf que le sujet du communiqué est pas super clair. Il a juste comme donné en main propre. Oui, il a donné une feuille. Je peux te montrer une photo après si tu veux. Voici mon manifeste. Ben, c'était comme ça, mais c'est voici mon manifeste que j'ai écrit avec un Sharpie sur une feuille. Et c'était donc une missive qui était écrite à la main avec des majuscules et des minuscules qui forment des mots à l'intérieur de d'autres mots, ainsi que beaucoup de guillemets qui isolent des lettres. Il y a comme des grosses affaires, il y a des petites affaires, il y a des petites notes, puis il y a plein de stock écrit sur la page. C'est vraiment pas clair de quoi ça parle, mais ça semblait menaçant. En vrac, voici quelques affaires. Au début, ça dit « adresse »,« to ». Puis là, c'est écrit « I am Track », « je suis directeur ». Amtrak était une compagnie ferroviaire. Après ça, c'est écrit « mon », T entre guillemets, comme si c'était une croix, « reality ». Montreality, avec une croix. C'est écrit « Divine Province de K. B. Christ », en B entre guillemets, B-E. C'est aussi écrit « Verily Dangerous ». C'était en français et en anglais, comme tu as pu comprendre. Ouais, Il y a un code postal, le H3B1X9, qui est le code postal de la gare centrale. Ouais. Il y a aussi l'adresse et le nom d'un hôpital aux États-Unis qui s'appelle le Lee Private Hospital. Et il y a des éléments qui sont vraiment menaçants. Parce que ça, on s'entend que c'est un petit peu juste du ça, gros n'importe si quoi. tu me donnes ça, je suis comme « Oh, police! » D'accord. Bonjour, police! C'est aussi écrit « Prenez garde » et « Don't ignore ». Et c'est écrit en gros au début en majuscule « And the unholy Vatican ». Kill popes et 18 popes died violently. Donc, mettez fin au Vatican. Unholy. Il est comme le contraire de sacré. Impie. Impie. Voilà. Donc, mettez fin au Vatican impie, tuez des papes et 18 papes sont morts de manière violente. Oh my god, puis tu me chicanais tantôt avec le pape. Oui, mais on va parler du pape, là. Bon, vraiment pas super. C'est là qu'on en parle. Fait que... Mais... Donc, la missive est inquiétante, décousue, puis l'affaire, le détail qui est marquant, c'est que dans l'entête, il y a la date du 3 septembre 1984 et l'heure, 9h30. Là, la bombe a explosé à 10h22. C'est pas exactement l'heure où la bombe a explosé, mais il y a la date et il y a l'adresse de la gare centrale. Ouais. Par contre, on ne fait ni état de bombe, ni de nature de l'attentat quelconque. On fait juste dire attention, tuons les papes, c'est la fin du Vatican. Fais attention. Mais on dit pas comme il va y avoir une grosse bombe, il va y avoir quelqu'un avec un fusil, c'est jamais spécifié. On sait pas si ça va être Ludovic Bourgeois. Non. Et l'affaire, c'est que Via Rail ne sont pas les seuls à avoir reçu cette missive. Le monsieur qui distribuait ces belles missives, dont on va reparler un petit peu plus tard, bien sûr, vous comprenez bien. Ce messager. Il passait ses journées à distribuer ses missives aux différents médias de la métropole et aussi à certains politiciens. Il est allé en donner au maire Jean Drapeau. Et donc, il est allé en porter à Via Rail aussi. Puis la presse, il y avait déjà ça
dans leur bac de choses qu'ils avaient reçues. Puis là, quand ça a explosé, ils ont comme mis 2 et 2 ensemble. Fait que là, il y a des journalistes qui sont allés voir le responsable de la sécurité de la gare centrale qui s'appelait M. Daniel Rossel et ils l'ont demandé, est-ce qu'il y a des mesures de sécurité qui avaient été prises puisque ce communiqué avait été reçu 3 jours avant l'explosion? Et le monsieur a dit, je sais pas, faudrait demander à la police. Alors, le journaliste a demandé à la police et la police n'a pas voulu commenter. Sans commentaire. Est-ce que ça avait été pris au sérieux? Non. Est-ce que c'était une vraie menace? Oui. Est-ce que c'était lié? C'est la question que je te pose. Moi, je pense que oui. Oui. Bon. C'est quoi l'affaire du pape? Ça, c'est la question qu'on se pose à ce moment-ci. Il y avait une visite du pape Jean-Paul II qui était imminente à ce moment-là. Le problème, c'est que le pape devait arriver à Montréal une semaine plus tard, donc pas le 3 septembre, mais le 10, et c'était pas à la gare centrale, mais à la gare Vigée qui était censé arriver. Fait que c'était même pas à la même gare. Oh, mais toutes les gares se valent. Oui, c'est comme l'équivalent. Bon, donc, mais c'est ça, l'affaire, c'est que, bon, il faisait une première tournée pan-canadienne, Jean-Paul II. Jean-Paul II a été pape pendant vraiment très longtemps. Il mais c'était son premier World Tour du Canada. Son pape World Tour. Il faisait son pape tour, mais il y avait déjà eu des attentats contre Jean-Paul II auparavant, et c'est à cause de ça que Jean-Paul II avait fait construire sa fameuse pape mobile, qui... Il y avait un extrait d'archives dans l'épisode de L'Histoire ne s'arrête pas là, où le journaliste disait que ça s'appelait la papa mobile, et j'ai jamais autant pogné les nerfs. La papa mobile. C'est pas un jeu de mots si ça s'appelle la papa mobile. Ce n'est pas un papa, c'est un pape, maudit journaliste tweet de 1984. Mais donc, Jean-Paul II avait fait construire la pape mobile parce qu'il y avait déjà eu des attentats contre sa vie. Oui. Bon. Oui, on avait regardé un documentaire Netflix là, sur c'était quoi, un ultranationaliste italien qui avait... Oui. Ou hongrois, il était hongrois. Oui, tiré dessus. C'est exactement ça. Après ça, il y avait eu la pape mobile. Mais donc, il y avait déjà des gens qui en voulaient à Jean-Paul II. Là, Jean-Paul II s'en venait au Canada, sauf que là, s'il y avait des mesures de sécurité qui avaient été mises en place pour la visite du pape, c'est certain que ça n'avait pas été appliqué une semaine avant qu'il arrive à une autre gare que celle à laquelle il était censé arriver à Montréal. Oui. On s'entend. Mais donc, l'affaire, c'est que la missive aussi parle du pape, mais parle aussi de plusieurs autres cibles possibles pour des attentats. Il n'est pas décidé encore. Amtrak, qui était la compagnie ferroviaire. Non, il n'est pas décidé. Et la Sun Life du Canada, etc. Il garde ses horizons ouverts, tu sais. Il se laisse séduire. Tu sais, il voulait y aller willy-nilly. Il était comme, je ne sais pas trop comment je la file le matin. Je vais laisser mon cœur de porter. Mais en plus, sur le manifeste, il y avait... Pas ce manifeste, cette missive. Ce n'est pas un manifeste, parce que ça n'a pas de bon sens. Il me semble que si tu fais un manifeste, il faut que ça ait du bon sens. Non, le Unabomber, on savait ce qu'il voulait, là. Sérieusement ou non? J'ai pas compris si tu faisais du sarcasme avec ta face. Non, on savait ce qu'il voulait. Oui, on le savait ce qu'il voulait! Bon, c'est ça, le manifeste de FLQ, on savait ce qu'il voulait. Ah oui. Le manifeste de Luigi Mangione. Oh. Je sais que j'ai plus le droit d'en parler, c'est un hot subject. Donc, sur cette missive, ce manifeste décousu, on pouvait aussi lire le nom de plusieurs médias d'information et de plusieurs journalistes. Donc, il y avait les noms de la Gazette, Le Soleil, l'Ottawa Citizen, la station de télévision CBC, mais aussi les journalistes Cathy Kiefler, Cathy Bartel, Cathy May, et il aussi pas les Cathy. Une mention de My Daughter Cathy Brigham, donc ma fille Cathy Brigham. On va y revenir. Oh mon Dieu, il est vraiment en croisade contre les Cathy. Il est en croisade contre les Cathy. Et en fait, la raison pour laquelle la presse arrive à mettre la main sur le communiqué, c'est que justement, Cathy Kiefler, qui était une journaliste à la CBC, elle faisait partie des gens qui l'avaient reçu, le communiqué. Ah oui, je l'ai. Dans mes archives. Ah bon. Puis là, petite parenthèse, dans toutes les sources que j'ai consultées, ils disaient « Oui, on pensait initialement que c'était peut-être un attentat contre Amtrak parce que la compagnie ferroviaire américaine Amtrak avait eu une couple de petites bad luck dans les mois précédant cet attentat. Il y avait eu plusieurs accidents. Puis là, je me disais « Mais non, plusieurs accidents. » Définir bad luck. Oui, c'est ça, définir plusieurs accidents. Qu'est-ce que c'est ça? Donc, je suis allée voir les accidents de Amtrak. Voici ma petite parenthèse de train. C'était un beau rabbit hole dans lequel je suis tombée pendant 25 minutes. J'ai envoyé j'ai envoyé des informations que Audrey voulait pas connaître à propos des accidents de train. On va aller partout à pied maintenant. Oui, voilà. Le matin du 7 juillet 1984, un train, le Montrealer, qui transportait 262 passagers et 16 membres d'équipage, se dirigeait vers le nord et il a déraillé à cause d'un ponceau emporté par les eaux entre Williston et Essex dans le Vermont. Donc, il y avait un bout de train qui était là. Il y avait eu des fortes pluies la nuit précédente qui avait brisé des barrages de castors en amont. Non. Castor provoquant un affaissement de 15 mètres du chemin de fer de 6 mètres plus bas.
Oh my God! Fait à cause de ça, il y a eu un gros déraillement de train. 5 des 13 voitures de train sont tombées dans le cours d'eau. Il y a une voiture-lit qui a été complètement ensevelie sous les autres voitures, fait que les gens qui étaient dedans ne pouvaient pas sortir. Oh non! 3 passagers, un accompagnateur d'Amtrak et un membre de l'équipe de la Central Vermont Railway ont été tués. Il y a eu 29 blessés graves en plus de ça. Le 7 juillet. Le 12 juillet, l'Amtrak Silver Star, qui reliait Tampa, en Floride, à New York City, a été noirci par les flammes d'un camion qui ont continué de brûler pendant 7 heures de temps. Oh my God! Non, il a pogné en feu. Fait que ça pogne en feu. Je sais pas pourquoi, j'ai comme mes sources, ils écrivaient ça tout croche, là. Des fois, je copie-colle mes sources, là, puis je suis comme, je vais lire ça et vous raconter un script en fonction de ça. Qu'est-ce que c'est ça, on a été noirci par les flammes d'un camion? En tout cas, fait que ça a pogné en feu et ça a brûlé pendant 7 heures de temps sur le bord du chemin, c'est le fun. Le 24 juillet... des guimauves, c'est malade. Je ferais pas griller des guimauves là-dedans, ça doit être assez chimique, mais Oui. le 24 juillet, un train de passagers d'Amtrak a percuté un camion d'essence à un passage à niveau. Le camion a explosé et brûlé, et le train aussi a brûlé, ont déclaré les autorités. Le conducteur du camion, le mécanicien du train et plusieurs autres personnes ont été tuées dans la collision. L'accident a aussi fait 5 blessés. La même journée, il y a 2 trains passagers de Amtrak qui sont entrés en collision frontale sur un viaduc à 80 pieds au-dessus d'une rue dans Queens, à New York, tuant un homme et blessant 125 personnes, dont 8 personnes grièvement. Et il s'agissait à ce moment-là du 3e accident mortel d'Amtrak dans la même semaine. Ouais, j'étais comme, c'est bol, ça va pas bien, là? Non, ça allait vraiment pas bien. Fait que je me demandais, mon Dieu, qu'est-ce qui se passait avec Amtrak? C'était si pire que ça? Oui, ça avait l'air pas mal épouvantable. On pèse sur le piton and we hope for the best. De retour à la missive. Mais là, ça avait-tu vraiment rapport avec Amtrak? Wow. Ça avait-tu vraiment rapport avec le pape? Wow. Je ne sais pas. Et en fait, hot take, je ne sais pas si cette missive avait rapport avec l'attentat, point. Parce que suite à l'attentat, 2 groupes extrémistes ont appelé les journaux, pour revendiquer l'attentat. Tu vas pas appeler la police, tu vas appeler les journaux. Oui. Mais ultimement... C'était moi, viens me chercher! Un homme qui va être arrêté pour ça, il n'y avait rien à voir avec ces 2 groupes d'extrémistes-là, mais qui avait à voir avec la missive. Le jour de l'explosion, on va retourner à ça. On sort des accidents de train, là. Il y avait une autre Catherine Leger, qui était une journaliste de la presse canadienne, qui est envoyée sur place de la part de la presse canadienne. Ça fait 8 heures que l'explosion a eu lieu, fait que c'est la fin de la journée, puis là, la presse canadienne veut le savoir, y a-t-il des nouvelles affaires qu'on pourrait apprendre? À ce moment-ci, tu sais, pas mal toutes les informations sont déjà sorties par rapport à ça. Elle se trouve un spot, Catherine, pas loin d'où elle peut voir dans la station, et il y a un homme qui vient lui parler. C'est un anglophone, entre 2 âges, qui semble assez confus. Il lui dit qu'il avait été averti par des forces cosmiques qu'il allait y avoir un incident à la gare ce jour-là et que pendant l'explosion, il était dans les toilettes de la gare. Il parle avec Catherine Leger pendant environ 30 minutes et lui raconte toute sa vie. Et elle est comme, parle plus fort dans mon lapel. Mais c'est ça. Il dit être un vétéran américain. Lui, il raconte qu'il était dans le Air Force et pendant la Deuxième Guerre mondiale, son avion a été abattu en haut de l'Allemagne en 1944 et il a passé le reste de la guerre dans un camp de prisonniers de guerre. Et depuis ce temps-là, il est en contact avec le cosmos. Oh. Alors, il semble délirer et il dit, c'est ça, qu'il était dans la gare quand ça a explosé, mais il y a comme pas plus de détails sur l'explosion. Fait que là, elle se dit, OK, tu sais, pas grand-chose d'intéressant, je mettrai pas ça dans mon article. Mais elle, ce qu'elle a, par contre, pour son article, c'est que aussi à la presse canadienne, elle avait reçu la missive. Donc, elle la sort de son sac et quand l'homme voit la missive, il dit à Catherine, en anglais, « Oh, so you got my note! » Oh! Alors, t'as reçu ma note. T'es vraiment bien placée, Catherine. Oui. Alors, la journaliste est alarmée et elle me fait à la conversation de manière très douce et discrète et bienveillante. Bye. Bye bye. Et elle va voir la police. La police, d'abord, ne la croit pas parce qu'elle lui dit, tu sais, bitches be cray-cray. Non, mais la police lui dit, les gens racontent n'importe quoi, c'est sûr que c'est pas vrai. Et c'était sexiste à souhait, les articles là-dessus. Dans le Allô Police. Il était comme, c'était une journée tellement éprouvante pour la jeune femme qu'elle a eu un accident plus tard dans la journée, mais il spécifiait pas c'était quoi qui se passait. C'était comme, les petites sensibilités de femmes, ça, c'est pas capable de gérer les attentats à la bombe. C'est comme, elles sont des sœurs. Sacrement. Mais donc, elle va voir la police, puis elle leur dit, regarde, voici le gars à qui j'ai parlé, il m'a donné son nom. Il m'a dit qu'il avait écrit la missive. Please look into it. Faites de quoi? Bon. Faites votre job. Là, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît.
L'homme à qui elle a parlé s'appelle Thomas Bernard Brigham. Il vient de Rochester, New York. Je suis comme, il y a le nom d'un officier pendant la guerre civile. Thomas Brigham? Oui. Oui. Des agents de police interrogent tous les témoins de la gare, bien sûr, tous les témoins de l'attentat, puis ils ont réussi entre-temps à monter un portrait robot d'un homme qui était louche et avait été spoté par bien des gens, puis par hasard, ça concorde avec Thomas Brigham, qui était venu jaser avec Catherine Leger. Alors ils se disent, OK, peut-être que bitches not be cray-cray, puis on va l'interpeller. Devrait-on cesser d'invalider la parole des femmes? Je ne sais pas. On peut continuer un peu plus longtemps. Faisons-le dans la Allo Police. Une couple d'années. Ouais. Donc, Thomas Brigham est interpellé par la police à 21h45 le soir du 3 septembre. Il est interpellé, non pas à titre de suspect, mais bien à titre de témoin important, parce qu'il disait être dans la gare au moment de l'explosion. Il est amené au quartier général de la police, et là, Catherine Leger est appelée pour l'identifier dans un line-up. Et là, c'est là que le Allo Police se dit que c'était trop pour ses petits nerfs de femme. Elle l'identifie. Elle s'est évanouie. Oh! Et elle l'identifie comme étant l'homme à qui elle a parlé, qui lui a dit être l'auteur de la missive Weird que Via-Rail et les journaux ont reçue. Donc, Thomas Brigham est détenu à titre de témoin important, et pendant qu'il est au poste de police, la Popo fouille la chambre où il logeait depuis quelques semaines. Depuis quelques mois. Il logeait depuis avril dans les Princess Lodge du 1086 de la montagne. Princess Lodge? Moi, j'adore les immeubles à logement qui ont des noms. Oui. Oh mon Dieu que j'aime ça. Fait qu'il habitait dans les Princess Lodge. Sa logeuse était Madame Madeleine Lalande, qui parlait à peu près comme ça, pour vrai, dans les archives que j'ai entendues. Madame Madeleine Lalande raconte que Thomas Brigham passait ses journées, depuis son arrivée à Montréal, à quitter le matin avec 2 sacs. Il y en avait un avec son lunch, et l'autre avec des missives à aller poster et distribuer aux médias. Wow, d'accord. Oui. Il dépensait apparemment jusqu'à 10$ par semaine pour acheter des timbres poste et poster ses communiqués. Il en avait posté une 100 à Jean Drapeau. Juste à lui. Juste au maire Jean Drapeau. Bon, le lendemain de son arrestation, Brigham comparaît devant un premier coroner ad hoc. C'est comme un coroner qu'ils ont appelé improvisé, là. Ouais. Bon, il s'appelle Roch Héroux. Bon. Je suis un Puis coroner. Là, c'est un processus qui est un peu bizarre parce que c'est une enquête du coroner et là, ça se fait devant les médias. Il y a des photographes partout. Puis Brigham, quand il arrive devant les médias, il a pas l'air de comprendre la gravité de la situation. Il lui manque des dents. Puis là, il fait un petit sourire édenté aux caméras. Comme de fâché. Puis là, tout le monde, il y a un photographe qui lui demande est-ce que vous appréciez l'attention des médias? Voulez-vous devenir une célébrité? Puis Brigham est comme non, voyons. Et il est juste un peu étrange. Moi, je sais, je fais des voix niaiseuses, mais comme... Je sais pas comment sonnait sa voix, j'ai pas entendu Thomas Brigham dans mes affaires. Fait que je peux inventer qu'il parle comme ça. Non, mais... Donc, il dirait, non, je veux pas, tu sais. Oui, je comprends pas pourquoi il y a autant de journalistes ici. C'est-tu ma fête? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il est comme mon fils qui pense que c'est toujours sa fête quand on mange un dessert, là. Tu sais, non. Et là, il y a un journaliste qui lui demande, Monsieur Brigham, avez-vous posé la bombe? Ce à quoi il répond, traduction libre, mon cher ami, j'ai de grands enfants, beaucoup d'amis que j'aime. Je ne peux pas avoir fait ça. Fin de la citation. Son avocat, Maître Jean Poupard, trouve qu'il y a comme beaucoup trop de journalistes puis que ça a comme pas de bon sens et que c'est en train de virer en cirque médiatique, cette affaire d'enquête du coroner. It's a fire hazard. Le coroner Héroux lui dit de fermer sa gueule. Non, mais il dit, mais non, voyons, les journalistes ont le droit d'être là, la presse a le droit de savoir ce qui se passe, on fait une enquête, c'est ça. Bon, à ce stade-ci, on sait pas trop ce que la police a contre Thomas Brigham. Il est peut-être un témoin oculaire, mais on le sait pas. Puis l'affaire, c'est que sans doute que tout a été fait dans des règles de l'art. Non, mais c'est ça, il est détenu à titre de témoin, mais je sais pas combien de temps tu pourrais possiblement détenir quelqu'un qui est juste un témoin et non pas un suspect, parce que je ne pense pas qu'ils ont quelque chose contre lui à ce stade-ci. Mais il me semble que t'as comme 24 heures pour produire des preuves pour garder quelqu'un plus longtemps au garde à vue. Mais ils vont le garder plus longtemps que ça, parce que 2 semaines plus tard, 2 semaines plus tard, le 17 septembre, il va paraître à nouveau devant un autre coroner, Cyril Delage, qui est le commissaire aux incendies. Pendant cette nouvelle enquête de coroner, il y a une trentaine de témoins qui comparaissent, et je vais vous parler de leurs témoignages un peu plus tard pendant les procès, parce que les témoignages sont tous les mêmes. Fait que pour pas que ce soit trop répétitif, je vais vous raconter ça. Mais pour l'instant, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que au terme des procédures, le coroner décrète que la preuve contre Thomas Brigham est, je cite, très étrange et très circonstancielle,
Mais il détermine tout de même que Thomas Brigham est responsable de la mort des 3 touristes et que donc des accusations criminelles peuvent être portées officiellement contre lui. Fait que pendant les audiences du coroner, Thomas Brigham, il est très agité. Il parle incessamment, il dit des choses incohérentes. Pour vrai, là, comme à tout bout de champ, son avocat était comme « Faut que t'arrêtes de parler, maintenant c'est pas ton tour de parler ». Il a pas l'air d'avoir une grosse conscience de ce qui se passe et de la situation dans laquelle il est. Il a pas l'air tout là, comme on dit dans... Ça, c'est un diagnostic du DSM. Ouais. Pas être tout là. Ouais. Et donc, je suis une psychologue. Il déblatère... Merci, Dr. Audrey. Il déblatère des phrases incohérentes pendant plusieurs minutes. Il continue malgré le fait que son avocat et le juge tentent de l'interrompre. Et dans ce flot de paroles insensées, il dit communiquer avec les forces cosmiques qui lui ont assuré que la gare centrale était sa maison, son salon, sa cathédrale. Et donc, pour cette raison-là, il était hors de question qu'il veuille la détruire. Eux, ils ont la place Bonaventure. Oui. Donc, il dit ça au juge pendant l'enquête du coroner. Et il dit aussi que les forces cosmiques lui ont demandé de faire sauter l'île de Montréal en faisant exploser 10, 20, 30 bombes et peut-être aussi détruire le pont Jacques-Cartier. Parenthèse. Dans sa missive, il parlait de Jacques Cartier. Il y avait un lien dans sa tête entre Jacques Cartier et le président américain Jimmy Carter parce qu'ils ont les mêmes initiales, JC. Oui. Et Jésus-Christ. Il y avait aussi dans sa tête un lien... Non, il n'y avait pas Jésus-Christ là-dedans, c'est Jacques Cartier et Jimmy Carter. Il y avait aussi un lien entre Ronald Reagan, qui était le président des États-Unis à ce moment-là, et aussi les trains, parce que Ronald Reagan, ses initiales, c'est RR, puis les trains, c'est Railroad. RR. Je veux dire, on pourrait s'amuser, là! Oui, mais il s'amusait beaucoup, mais il s'amusait et le FBI trouvait pas ça drôle. Le FBI surveillait Thomas Brigham depuis un bout, en passant. Parce qu'il avait essayé plusieurs fois d'approcher Ronald Reagan quand il était aux États-Unis. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles il était à Montréal depuis avril. Mais c'est comme les gens présentement là, dans les théories du complot qui calculent tout, là, qui font de la numérologie avec tout. Ça ressemble beaucoup à ça. Ouais, c'est un peu ça. Oh my god, tu fais 42, pis tu sais, c'est quoi 42? Le diable. Le diable. C'est tout le temps le diable. C'est tout le temps le diable. Finalement, de retour à l'audience, là, fait en plus de parler des forces cosmiques puis des 10, 20, 30 bombes qui vont exploser puis détruire Jimmy Carter, le pont, Jimmy Carter, Cartier, bon, Brigham baisse ses pantalons pour montrer au juge qu'il n'a pas encore récupéré les sous-vêtements qu'il y avait au moment de la déflagration et que la police avait saisi par la suite. Il y a un comportement qui est complètement incohérent. Attends, il a montré ses founes. Non, je pense qu'il a montré ses bobettes. Okay. Dans le journal, il y avait des croquis, puis ça avait l'air d'être ses culottes. OK. Le juge est comme on paye pas assez pour ça. Ben, exactement. Le juge trouve que c'est tellement chaotique qu'il doit l'expulser de la cour pour finir, justement, les discussions avec les avocats. Alors, quand Thomas Brigham est finalement expulsé de la salle de cour, le juge dit à l'avocat de Brigham, là, il va falloir faire une expertise psychiatrique pour déterminer si Thomas Brigham est apte à subir un procès. Oui. Selon son avocat, ce n'est pas le cas. Il juge que Brigham serait sans doute jugé inapte et irait directement en institut psychiatrique. Pendant l'audience, il y a aussi un homme blond dans la quarantaine qui attire l'attention des médias parce qu'il porte un chandail... Il est vraiment beau. Non! Parce qu'il porte un chandail qui dit « Fatima, Secret, Pope knows » et aussi un code énigmatique qui est R334RS-WH4. Il y a un grand V, qui est tracé sur une manche de son chandail, et dans le dos, c'est écrit Vatican CIA et Cosmic HQ, les headquarters cosmiques. OK, finalement, l'Internet, c'était pas tant nécessaire pour partir des théories du complot, là. On a toujours été bons là-dedans. Oui. Brigham, il s'est réclamé appartenir à une secte religieuse, justement, qui s'appelait la secte religieuse de Fatima. Et cet homme-là avait donc Fatima écrit sur son chandail. Il était possiblement là-dedans aussi. Selon mes recherches, là, j'ai fouillé un peu, puis j'ai pas trop compris parce que la secte religieuse de Fatima, en fait, ce n'est pas une secte parce que ça a été comme accepté par le Vatican dans les années 30. C'est un groupe religieux qui s'est organisé au Portugal. C'est le culte de Notre-Dame de Fatima qui est centré sur les prétendues apparitions de la Vierge Marie à 3 enfants bergers à Fatima, au Portugal, en 1917. Et depuis les années 30, le pape, le Vatican, a dit que oui, ces visions, ces apparitions de la Vierge Marie étaient véridiques. Donc, si tu fais partie de ça, pourquoi tu détestes le Vatican? C'est la question que je pose.
C'est effectivement wack. C'est effectivement pas clair. Mais Thomas Brigham avait peut-être des liens avec une autre secte. Mais je suis comme pas capable d'imaginer le t-shirt, par exemple. Je comprends pas pantoute c'est quoi, cette affaire-là. C'est comme la casquette de Charles Bovary au début, là. Je suis juste comme, quoi? Mais il a fait c'est un chandail sur lequel il a écrit en Sharpie, là. C'est juste ça, là. C'est certain, là. Ouais. C'est juste quand même la description. J'étais comme, OK. Écoute, je sais pas pourquoi, là. Tu sais, j'aime ça, les codes secrets. Non, okay? c'est full intéressant. J'essaie de me le visionner dans ma tête. Non, c'est pas ça. Je voulais dire, tu sais, moi, j'aime les codes secrets, OK? Moi, j'aime Bletchley Park, puis Camp X, puis comme vous le savez, là, ces affaires-là, ça m'intéresse. J'ai passé beaucoup trop de temps à essayer de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire R334RSWH4. Aucune hostie d'idée. Si vous le savez, vous me dites. Mais mais qu'est-ce que c'est? It must be a simple code. Puis là, j'allais voir sur Internet, c'est les codes, les substitutions. Il y a plein de codes pour faire de l'encryptage qui existent. C'est pas juste comme le monde s'assoit puis il y en invente un. Genre, il y en a qui existent, qui ont des noms. J'ai pas réussi à trouver qu'est-ce que ça voulait dire. Bon. Mais donc, ça a-tu rapport? On le sait pas. Bon. Peut-être qu'il était un futur designer de t-shirts. Lui et Alexander McQueen. Ouais. Même combat. Ils roulent ensemble. Fait que là, qu'est-ce que la police a sur Thomas Brigham? Qu'a-t-elle? On sait que la preuve a été qualifiée d'étrange et très circonstancielle, mais là, ça s'en va en procès. Fait que là, voici ce que la couronne va avoir pour construire son procès. Pendant l'enquête préliminaire, en décembre, la GRC, ils disent qu'ils n'ont trouvé aucune trace de poudre ou autre matériau susceptible d'avoir servi à la fabrication de la bombe qui a explosé à la gare centrale de Montréal, sur Thomas Brigham, chez Thomas Brigham. Dans le train qui le transportait de Montréal à Québec le 19 août, Thomas Brigham, il a parlé avec une autre passagère. Cette femme dit qu'il lui a dit « Si vous entendez parler d'une explosion, vous saurez que c'est moi ». Pendant le trajet, Brigham lui aurait aussi adressé la parole à plusieurs reprises pour aborder des sujets comme les explosions, la Deuxième Guerre mondiale et les voix cosmiques qui le guidaient. Il lui a dit que c'était ces voix cosmiques qui lui avaient intimé de se rendre au mont Sainte-Hélène, qui était un volcan qui est entré en éruption. Je pense que c'est la même année. Je sais pas c'est en quelle année, l'éruption du Mont Sainte-Hélène. Bonne question. Mais donc, ces voix cosmiques lui avaient dit d'aller au Mont Sainte-Hélène avant qu'il fasse l'éruption. Et il a aussi parlé du pape et que les voix cosmiques lui ont dit que le pape ne devrait jamais venir à Montréal. Non. Il n'est pas la bienvenue. Alors, là, c'est ça, on s'imagine, on est dans un train, cette pauvre madame est en train de retourner chez eux aux États-Unis. Cette pauvre madame qui a hâte qu'on invente les podcasts. À côté de Thomas Brigham qui lui conte sa vie. Et là, quand elle arrive chez eux, elle est assez alarmée par ce qu'il lui a raconté qu'elle va contacter le FBI pour signaler l'incident. Oh my God, on peut juste appeler le FBI. Fait que là, oui, on appelle le FBI. Mais donc, jusqu'à date, ils n'ont pas de preuves matérielles et ils ont le témoignage de cette madame. Sinon, il y a des témoignages sur les différentes missives et sur de la littérature qui a été qualifiée d'étrange que la police a trouvée dans la chambre de Brigham, au 1086 de la montagne. J'ai aucune idée ce qu'elle avait à la littérature étrange. Il lisait Fifty Shades of Grey. Il lisait les 4 accords Toltec. Oui. À la fin de l'enquête préliminaire, il y a un témoin surprise. C'est le témoignage qui va venir sceller le sort de Thomas Brigham. C'est un co-détenu. Il s'appelle Raymond Kirchhoff, il a 24 ans. Et il dit que Brigham lui a expliqué pendant un transport entre, je pense, le palais de justice, puis il était incarcéré à Parthenay, pardon. Okay. Fait qu'entre le palais de justice puis Parthenay, Brigham lui a expliqué comment construire une bombe. Ça s'est déroulé le 12 novembre, quand les deux hommes étaient conduits, donc du palais de justice jusqu'au centre de détention. Et apparemment, c'était un témoignage qui était assez crédible parce que par la suite, Raymond Kirchhoff a réussi à construire une bombe qui l'aurait fait détonner, je sais pas à quel endroit, mais comme... Ah, il l'a fait, lui! Apparemment, il lui a expliqué comment faire une bombe, et c'était une bonne explication pour faire une bombe. Éventuellement, à la surprise de moi, et sans doute de toi aussi, Thomas Brigham est jugé apte à subir son procès. Ouais, je suis comme... OK. En attendant son procès, il transmet aux médias une déclaration à tout le moins étrange. Et là, c'est là que je suis tombée dans le rabbit hole des articles de mon boy, Léopold Lizotte. C'est pas la première fois que j'utilise les articles de Léopold Lizotte dans la presse. Donc, Léopold Lizotte a reçu la déclaration de Thomas Brigham. Il en parle dans les médias, il dit que Thomas Brigham partage l'horreur de tout le monde pour ce qui s'est produit au beau milieu du congé de la fête du travail. Il rejette cependant tout l'odieux de cette tragédie sur la CIA
Pour expliquer l'intervention de la grande agence américaine de renseignement et d'espionnage, le sexagénaire évoque au passage les complots qui ont conduit aux assassinats de John F. et Robert Kennedy, en faisant remonter un ressentiment de Winston Churchill pour leur père, la décision de les abattre tous deux. Fin de la citation de Léopold Lisotte. Donc pendant qu'il est en attente de son procès, il envoie ça aux médias à Thomas Brigham. Alors, OK. Le procès débute en avril 1985 devant le juge Kenneth C. McKay. L'avocat, ce monsieur-là, tu fais quoi? Il était comme découragé, l'avocat, puis il essayait bien fort, mais il était découragé. C'est juste comme, s'il vous plaît, juste pas la peine de mort. Juste comme arrêter. Oui, juste comme, s'il vous plaît. Là. En 85, je pense plus qu'il y avait la peine de mort. Ouais, non, il l'avait plus, mais c'est ça, je suis comme, rendu là, avocat de ce monsieur-là, t'es juste comme, juste pas des coups de bâton dans les chenolles. S'il vous plaît. Puis le juge McKay lui aurait dit « Mais ce n'est pas une capital punishment qui existe, ça, mon cher monsieur. Monsieur, mais il me semble que c'est Maître Poupard. » Ah, Maître Poupou. Maître Poupard de tantôt. Comme on l'a dit, il n'y a pas une énorme preuve de la part de la couronne. C'est vraiment ce que je vous ai résumé tantôt. Je pense que Maître Poupard est dans un cas sur lequel je vais travailler pour plus tard. Pour vrai? Oui. Mais c'est comme... Tout était dans tout. Ça se passait en même temps c'est dans que les mêmes Claire Lortie. C'est comme quelques années plus tard. Oui. Fait que ça doit être le même. Mais c'est ça. Moi, je lisais des affaires là-dessus. Il y avait des articles sur Claire Lortie. Puis j'étais comme... C'est ça. Puis c'est là que j'ai eu toute l'idée. Je vous annonce ça en primaire. C'est en même temps que les Pouliot et les Scalabrini. Puis toutes ces articles-là étaient dans la presse en même temps. Puis j'étais comme... Wow! Multitask nos épisodes. Hey, c'était malade. En tout cas, je trouvais ça incroyable. Mais donc, comme je vous ai dit... Il n'y a pas une énorme preuve de la part de la couronne. Fait que la preuve, pour résumer, c'est les missives de Brigham, le témoignage du co-détenu concernant la fabrication de bombes, et aussi certains autres témoignages de personnes qui ont dit qu'il était weird, y compris la madame de tantôt. Bon. Il est très wack. Sinon, il y a un employé de la gare, Gary Snyder, qui rencontre Thomas Brigham le 29 août, 5 jours avant l'explosion, et il dit qu'il aurait vu Brigham et un homme du même âge accroupis devant un casier de la gare. Brigham aurait aussi été vu près des casiers une dizaine de minutes avant l'explosion par une voyageuse qui s'appelait Brenda Branch. Brenda Branch? Vraiment un beau nom. C'est vraiment un nom de chanteuse country. Oui. C'est comme le parfait nom de chanteuse country. Oh mon Dieu, tellement! Brenda Branch. Brenda Branch! Hey, Rebecca McIntyre peut aller... Non, comment ça s'appelle? Reba McIntyre peut aller se rhabiller. Reba! Je sais. Hey, vois quand je l'ai rebaptisée Rebecca. En tout cas. Fait que sinon, il y a une pléthore de témoignages comme quoi Thomas Brigham aurait averti des gens dans la gare que quelque chose de grave allait arriver. Fait qu'il y a une femme qui a dit qu'il lui avait dit de quitter la gare parce qu'il allait y avoir une explosion. Puis aussi, il aurait dit à des gens dans la gare qu'il y avait quelque chose de terrible qui allait arriver au pape. C'est pas bien clair. Ah, puis ici, j'ai l'information. La bombe était de fabrication artisanale et composée de 15 à 20 livres de poudre explosive et non de dynamite. Où est-ce que t'achètes ça? C'est bon. Mais s'il disait des mauvaises choses sur le pape, tu sais comment ça s'appelle? Quoi? Un pape smear. Une chance que la table est longue. Non! Fait que là, t'es-tu prête pour la défense? Oui. Parce que, pour vrai, la preuve de la couronne, c'est juste ça. Oui. C'est très circonstanciel. OK, la défense. J'ai surtout hâte à la défense. Depuis maintenant 13 ans, Thomas Brigham se prend tour à tour pour un grand prophète, Jésus-Christ, ou encore la réincarnation de Brigham Young, le fondateur de l'Église mormone. Oh, il est là! Avec son chapeau magique. Non, ça c'est... Brigham Young était le meilleur ami de Joseph Smith, le gars du chapeau magique. Et quand Joseph Smith a été tué par une foule en furie parce qu'il n'arrêtait pas de décider de s'établir chez les gens, et les gens étaient comme, t'es chez nous, va-t'en. Puis il voulait pas partir, puis il s'est fait tuer par des gens. Puis après ça, il a dit en mourant à son meilleur ami, Brigham, maintenant, mène-les à la terre promise! Et l'autre le fait jusqu'à ce qu'il arrive à Salt Lake City. Mais donc, Thomas Brigham... C'est clairement Salt Lake City, la terre promise. Salt Lake City, comme dans de Margaritaville. Margaritaville. Mais donc, Thomas Brigham se prenait aussi pour Brigham Young. Il aurait perdu la tête en même temps que son emploi, selon le Allopolis. Je trouvais que c'était weird comme formulation. Oui. Il a perdu son emploi chez Emerson en 1965. Je pense que c'est une compagnie de trucs électriques, mais je sais pas si... Je pense que oui. Bon. Il était marié à ce moment-là. Sa femme s'appelait Marjorie. Et selon elle, il est ensuite devenu l'ombre de lui-même après avoir perdu son emploi. Il disait des choses de plus en plus incohérentes et il aurait développé un penchant pour la numérologie et les chiffres. Ah, ce que je disais tantôt. Exactement. Et donc, il commençait à faire des liens entre des affaires. Puis je veux vous rappeler aussi l'affaire là, de toutes les Cathy et ma fille Cathy Brigham.
sa fille s'appelle vraiment... Il y a eu 11 enfants. Sa fille... Une de ses filles s'appelait vraiment Kathy Brigham. Attends, je m'attendais pas à ça. Ouais, il y en a une trollée. Puis sa fille s'appelait vraiment Kathy Brigham, puis moi, j'ai l'impression que c'est juste des liens entre des affaires qui ont pas de lien. Ben, moi aussi, là. C'est des liens vraiment ténus, superficiels. Oui. Je voulais juste rappeler ça, là. C'est des liens entre des affaires qui ont pas de lien. Marjorie, son ancienne femme, raconte aussi. Il commença à cette époque à s'intéresser à la vie après la mort. Il croyait avoir un don de prophétie. Il parlait à tort et à travers de la guerre du Vietnam. I mean, same. Mais aussi, il prenait de longues marches ça arrive tout le temps. Oh! Non, mais je veux dire, la guerre du Vietnam, c'est de la merde. Je pense pas que t'as besoin d'avoir perdu la tête, entre guillemets, comme ils disent. Non, c'était vraiment traumatisant, puis... Ben, c'est complètement inutile, puis complètement barbare de la part des US. Je l'ai dit. Et c'est come at me, on l'a dit ici en premier. OK, fait que le fantôme de... Y est-tu mort, Lyndon B. Johnson? Ben oui. Bon, ben voilà, son fantôme viendrait me hanter, qu'est-ce que tu veux? Donc, il croyait avoir un don de prophétie, il parlait de la guerre du Vietnam, il prenait de longues marches sur la plage à 5 heures du matin et commença à se prendre pour le Christ. J'ai enduré son comportement pendant 1 an, puis j'ai demandé le divorce en 1973. Madame! C'est correct, personne te blâme, là, ouais. C'est beau. Et moi, c'est comment? Il se levait tôt, il marchait sur la plage. Ah, il va nous vendre de la crypto. Oh mon Dieu! Est-ce que tu veux une opportunité d'être ton propre patron? Juste en dessous de Jésus. Ça s'appelle le Jesus Coin. Tu viens de donner une idée à quelqu'un, là. Mais non, c'est sûr que ça existe déjà. Je suis sûre que ça existe. Bon, mais donc, quand sa femme demande le divorce, c'est là qu'on va interner Thomas Brigham pour la première fois. Il est interné et il se sauve de l'hôpital psychiatrique, 4 fois. Une fois en se faisant passer pour un médecin. Une autre fois, on l'a retrouvé dans un hôtel à Saint Louis. Il y avait un de ses fils qui est un pasteur à Saint Louis, au Missouri. Et une autre fois, on l'a retrouvé à Montréal. Brigham, selon son ancienne femme et selon tous les gens qui le connaissaient aux États-Unis, n'était pas violent. Il était un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale et c'est vraisemblablement alors que ses enjeux de santé mentale ont commencé, parce qu'il aurait déclaré avoir reçu des messages d'une force cosmique après qu'un bombardier dans lequel il se trouvait eût été abattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Brigham aurait alors eu des blessures à la tête et il aurait passé le reste de la guerre dans un camp de prisonniers de guerre. Des blessures à la tête! Et un camp de prisonniers de guerre. Des blessures à la tête et un camp de prisonniers de guerre en Allemagne nazie! Ça fait pas qu'une personne! Oui! Après la guerre, il s'est marié avec Marjorie Keenan, qui est devenue Marjorie Keenan Brigham, et il a eu 11 enfants, voilà, comme j'avais dit. Dont un qui était, fun fact, il n'était pas un pasteur, pardon, il était un ministre. Il était un ministre dans une église à St. Louis, au Missouri, dans le Midwest américain. Yeah. Et c'est certain qu'il mangeait des affaires weird, comme de la salade faite avec du Cool Whip puis des ananas en canne. Et du popcorn. Et du popcorn. Autre chose qu'on apprend sur le vécu de Brigham. Il aurait fait partie d'une secte, la secte I Am. Oui! Fondée en 1944 aux États-Unis. Ces mots étaient sur son manifeste. Au début, il disait « I Amtrak, je suis directeur de Amtrak ». Bon. Qu'est-ce que cette secte, me demanderez-vous? C'est une secte qui est inspirée par Elena Blavatsky, qui est comme la mère spirituelle de toutes les affaires obscures. Ben, c'est tout l'occulte. Oui, tout l'occulte, pardon, pas obscur. La mère spirituelle de l'occultisme et du spiritual revival. Aleister Crowley a volé beaucoup de ses travaux aussi. Et c'est très antisémite! Oui. OK, nous allons citer maintenant Wikipédia. Oui. Ce que j'adore faire. Ce mouvement croit en l'existence d'un groupe appelé Maîtres Ascensionnés, une hiérarchie d'êtres surnaturels qui comprend les maîtres théosophiques originaux, tels que Jésus-Christ, El Morya Khan, Maitreya, et en outre plusieurs douzaines d'autres au-delà des 20 maîtres originaux de l'ancienne sagesse des théosophes originaux tels que décrits par Elena Petrovna Blavatsky. C'est beaucoup de word salad. Oui, ça, oui. Ces maîtres ascensionnés seraient des humains ayant vécu une succession de réincarnations dans des corps physiques ou des êtres cosmiques, êtres issus du grand soleil central de la lumière au début de tous les temps. Oui. Au fil du temps, ceux qui sont passés par diverses incarnations sont devenus des âmes très avancées, capables de dépasser les cycles de réincarnation et de karma qui ont atteint leur ascension, devenant ainsi immortels. Il faisait possiblement partie de cette secte. Je savais pas qu'on s'en allait là, je suis comme toute pétillante en dedans.
Oui, mais tu peux... Pas parce que je crois à ces choses-là, parce que je trouve ça comme vraiment intéressant, l'occultisme, puis comment ça a été comme détourné. Puis... Tu peux... Oui, mais là, moi, ma question, c'est... Oui, toi. Ça avait-tu rapport? Non. Bon, mais on va pouvoir en discuter bientôt parce que pour vrai, on arrive à la fin de cette histoire. C'est pour ça que l'histoire s'arrêtait là au bout de 22 minutes. Non, mais sérieux, il parlait de l'attentat et du procès pendant à peu près 10 minutes, puis le reste du temps, c'était comme l'histoire de la papa mobile. Puis j'étais comme, yo, André Martineau, je m'en sac des attentats contre Jean-Paul II, je vais aller lire la page Wikipédia de tout ça, c'est là-dessus qu'il n'y a pas d'infos, donne-nous des infos là-dessus. Bon, ben donc, la vérité, c'est qu'on ne sait pas si ça a rapport. On arrive rapidement à la conclusion en queue de poisson de notre histoire, parce qu'au terme du procès, il y a 17 heures de délibération. Audrey, voudrais-tu deviner le verdict? Coupable. Coupable. Prison à vie. Première sentence qui est imposée à Thomas Brigham le 5 mai 1985. Il porte sa cause en appel à la fin du mois de mai et l'appel est accepté pour 4 motifs. Donc, Brigham subit un deuxième examen psychiatrique. Il est jugé apte à subir son deuxième procès. Le 8 février 1989, il est condamné une seconde fois. Il est trouvé coupable et condamné à la prison à vie. Et le jugement est éventuellement renversé une seconde fois, mais je n'ai pas trouvé plus de détails. Et puis finalement, le 16 février 1993, avant le début de son 3e procès, Thomas Brigham meurt d'une crise cardiaque. Il n'y a pas eu d'autres procès par la suite, ni d'autres accusations portées contre qui que ce soit concernant l'attentat du 3 septembre 1984. Et c'est ainsi que se termine l'histoire. Alors en guise de conclusion, j'aimerais qu'on en discute un peu. Bien sûr. Penses-tu, Audrey, que la police avait le bon gars? Ça, c'est la question qui tue. Parce que quand je faisais mes recherches, honnêtement, je trouve que c'est très, 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 très circonstanciel. Je ne sais pas si quelqu'un qui a l'air aussi désorganisé aurait les capacités pour faire une bombe. Peu importe s'il est capable, s'il a des connaissances pour. Le lien avec le pape, c'est pas bien clair. Tout le monde, tu sais, toute cette histoire-là, partout dans les médias, c'est l'attentat raté visant le pape. Mais c'était une semaine avant, même pas à la même gare. Il a raté puis raté, là. Oui. Le lien qui est clair, c'est entre Thomas Brigham puis sa missive. Mais entre Thomas Brigham puis ce qui s'est passé à la gare, moi, je suis pas convaincue. Mais même si tu te dis qu'il a donné les plans pour la bombe à un autre détenu, mais il y a rien qui nous prouve qu'il était pas en contact peut-être avec quelqu'un d'autre, comme la personne qui portait le T-shirt. Ouais. Ou... Tu sais, peut-être qu'il était dans un groupe qui prévoyait faire un coup... puis que lui, c'était plus sa manière, c'était d'envoyer les lettres, mais il y a comme d'autres mondes que eux, ils prévoyaient faire un coup plus intense. Mais il n'y a pas eu d'autres coups par la suite. Mais c'est ça. La visite du pape s'est déroulée bien comme il faut, puis, fun fact, ma belle-mère a dansé pour le pape quand le pape est venu en 1984. Elle faisait partie d'une troupe de danse. Ça me fait rire, la visite du pape à Montréal, parce que justement, tu parles à des gens un petit peu plus vieux, puis là, t'apprends que, comme moi, je travaille avec un gars qui a chanté pour le pape. Puis... Voilà! Ben c'est ça, ma belle-mère a dansé pour le pape, mon arrière-grand-mère, elle avait une rose du pape. Mais donc, c'est ça, il y a eu la visite du pape par la suite, puis il n'y a pas eu d'autres attentats. Je sais pas si c'est parce que la sécurité a été renforcée. Peut-être qu'ils ont comme paniqué un peu. Peut-être qu'ils ont paniqué un peu. Puis là, l'affaire, c'est que j'ai jamais réussi à trouver dans les médias c'était quoi les 2 groupes extrémistes qui avaient appelé les journaux pour se réclamer de cet attentat-là. Fait que je sais pas si la secte IM faisait partie de ça, ou si... c'était le culte de Notre-Dame de Fatima, ou, tu sais, j'ai aucune idée. Je ne sais pas si la police avait le bon gars, et très honnêtement, je pense que non. Et je trouve ça étrange que par la suite, le dossier était clos, puis la police a comme jamais creusé davantage. Ben c'est ça, c'est que la manière que tu me décris, il est complètement désorganisé. Ouais. Puis faire une bombe, puis de l'ampleur qu'elle avait... qui aurait réussi à la faire tout seul, parce que ça devait être immense. Je veux dire, pour que ça soulève des casiers, c'est pas... C'est 15 à 20 livres de poudre explosée. Je veux dire... C'est lourd, là, 20 livres! C'est lourd! Puis que lui, il aurait réussi à faire ça tout seul quand il était comme clairement pas là. Puis je veux dire, est-ce que chez lui, tu dis qu'il y avait de la littérature étrange, mais ils ont-tu trouvé comme du matériel? Non. Rien du tout, ni de résidus de poudre explosée. Parce que je veux dire, c'est une personne qui est tellement désorganisée que je pense pas qu'il aurait comme loué un entrepôt ou quelque chose comme ça pour aller faire sa bombe ailleurs. Je veux dire, c'était clairement pas un criminal mastermind, là. Non. Puis,
Il y avait aussi l'affaire de la clé du casier, mais ça, je trouvais ça inutile, fait que je l'ai comme pas inclus. Mais là, je vous le dis. OK. Fait que la bombe était dans un casier. Il me semble que le numéro du casier était 312. Et l'affaire, c'est que la clé de ce casier-là, elle avait disparu. Elle était manquante. Ils ont jamais retrouvé la clé. Fait que comme, il y a personne qui avait de registre, mettons, à la gare de qui avait pris cette clé. C'était une clé qui était manquante. Fait que genre, qui avait la clé? Peut-être que la personne qui avait la clé de la case aurait peut-être été la personne qui a mis la bombe dans la case, mais ils ont jamais retrouvé la clé. Mais fait que voilà. Puis elle était pas chez Thomas Brigham non plus. Mais c'est ça, moi j'ai l'impression que c'est juste comme une personne désorganisée. Oui, moi aussi! Était là, puis qui envoyait des missives. Mais je veux dire, il y a plein de gens désorganisés présentement à Montréal, puis il y en a aucun qui va comme faire un attentat. Moi, je suis convaincue que c'était pas le bon gars. Parce que comme faire un attentat comme ça prend de l'organisation. Ouais. Puis comme même si ça n'a pas été fait quand le pape y venait, je veux dire, ça prend tout comme le savoir-faire pour monter la bombe. Oui. Mais il faut aussi que tu saches où la mettre pour faire le plus gros impact. Ouais. Je sais pas, il est trop désorganisé. Mais il est trop désorganisé. Il est resté dans la gare. Il était dans la... Je sais même pas si c'est vrai qu'il était dans la gare à ce moment-là. Tu sais? Fait, il a dit qu'il était là, puis après ça, il allait parler à tout le monde, puis justement, il y a plein, y compris dans les blessés, il y a plein de gens qui ont aidé la police à l'identifier, ils ont fait un portrait robot du gars, là, tu sais. Puis c'est ça, il était là, il parlait à tout le monde, il est resté dans les environs, 8 heures après, il a croisé Cathy Leger, puis comme... I don't get it. Je suis convaincue que c'était pas lui. Puis si c'était quelqu'un qu'il connaissait, s'il était dans un groupe et tout, il aurait fini par le dire. Il était tellement désorganisé, puis il y avait tellement pas de filtre. Je pense qu'il y avait pas le bon gars. Non. Puis, tu sais, ça aurait pu être un employé de l'endroit. Oh my God. Qui connaît mieux comment ça fonctionne, puis où mettre les choses, puis... Ça aurait pu être l'employé de Via Rail qui avait reçu la missive. Je veux dire, je veux pas accuser personne, mais pour moi, il y a comme pas le profil. Non, ben c'est ça. Parce que même le Unabomber, oui, il était dans sa tête puis tout ça, mais c'était clairement une personne extrêmement intelligente. Ben oui, puis il était très bien organisé. Lui, justement, il était un citoyen souverain, il vivait tout seul dans le bois, l'autosuffisance, puis Thomas Brigham, c'était pas ça du tout, là. Non. Tu sais, je veux dire, il y a d'autres profils que celui du Unabomber pour faire des choses comme ça, mais comme la majorité de ces gens-là, c'est des gens extrêmement organisés qui veulent faire comme un maximum de cruauté pour un maximum de résultats. Mm-hmm. Non, je sais pas. Pour moi, c'est ça, tu faisais... Je sais pas, on dirait qu'il y avait quelque chose qui collait pas, puis je me suis dit, tu sais, je vais laisser Catherine faire le procès, tu sais, il y a peut-être quelque chose qui va commencer à accrocher, mais non. Je suis toujours comme... Je suis zéro convaincue. Je suis pas convaincue du tout non plus, puis ça me rend juste encore plus triste des nouvelles mesures qui viennent d'être mises en place dans le métro, que comme les itinérants vont juste être chassés, Mm-hmm. ça va pas les aider, Mm-hmm. puis que de voir que ces gens-là ont toujours été victimisés, puis qu'on a toujours tout fait pour se débarrasser d'eux autres, ça date pas d'hier qu'on fait rien pour les aider. Je m'excuse, je pars un peu sur une tangente, mais comme moi, ça me faisait juste penser aux itinérants qui vont se faire mettre dehors. Mm-hmm. Du métro pour aller on sait pas où, mais en autant que t'es pas en avant de mes yeux, t'es pas mon problème. Genre. Mais en tout cas, ça a tellement pas de bon sens. Je veux dire, ça change quoi à la vie de qui soit dans le métro, ces gens-là? En tout cas, fait que oui, pour boucler la boucle, je pense que Thomas Brigham, c'était pas lui qui a fait ça. C'est lui qui a fait Attends, je vais tourner mon laptop pour te montrer la missive. Ta réaction? Je veux dire, c'est un méchant beau poster de show punk je sais, à hein? l'ESCO. C'est comme Rah Rah Riot. Ouais, je suis comme, oh my god, ça fait très show punk, le flyer sur le lampadaire. Là. Ouais, mais puis c'est ça, l'affaire c'est que moi je pense que ça a pas rapport pantoute. Puis tu sais, tous les médias étaient comme c'est écrit en tête, c'est écrit 9h30 AM, September 3rd, 1984, mais comme dans la deuxième page, là, moi j'ai trouvé un zoom plus gros de la deuxième page. Puis dans la deuxième page, c'est écrit 9h30 AM le 3 septembre 1919.
aussi. Il y a comme la même date, mais pas la même année. Mais... Je pense pas que ça avait rapport. Mais sa logeuse a dit qu'il partait à tous les jours avec ses affaires. Fait que peut-être qu'il en rédigeait à tous les jours. Ben oui, c'est possible. Peut-être que le soir, il allait chez lui puis il rédigeait ça comme à répétition. Mais ça devait être long, là! Puis il changeait la date en haut. Hey, non, mais il y a tellement de choses. J'ai essayé de screener le plus possible qu'est-ce qu'il y avait dessus, puis à un moment donné, j'ai juste comme abandonné parce qu'il y avait comme trop d'affaires. Fait que, ouais, moi, je pense qu'il y avait pas le bon gars. Non. Puis mais là, je suis pas en train de... situation itinérante. Je suis pas en train de défendre cette personne comme la personne qui a fait ça, puis comme je suis vraiment comme... Ben non, absolument toutes mes sympathies aux gens pas. qui ont été blessés, puis aux Français qui sont décédés, puis à leurs proches. Comme... Éric, Michel et Florence. C'est vraiment terrible, mais moi, j'ai honnêtement pas l'impression que la police a fait son travail. Ben non. Je pense que c'est comme la première personne étrange qu'ils ont trouvée. Ils ont fait comme « Ah, ben c'est lui. » Parce que, comme, en tant que société, on veut juste rien savoir de ces personnes-là, puis on veut s'en débarrasser à tout prix. Mais il y a absolument rien qui établissait un lien entre la missive puis l'explosion. Puis il y a jamais rien fait de violent. Hein? Non, il n'y avait pas... jamais rien fait de violent. Puis Viara, oui, il avait reçu plein d'autres manifestes de même auparavant, puis il n'y avait pas eu d'attentat à la bombe, là. Non, puis je veux dire, oui, OK, il était dans l'armée, mais comme, il y a plusieurs postes Excuse-moi, dans ben du monde l'armée. était dans l'armée. Il n'y avait pas la conscription. Ça, c'était pendant la guerre du Vietnam. Mais je veux dire, pas mal de monde était dans l'armée. Ben, c'est ça, puis ça te rend pas plus... Je veux dire, ça veut pas nécessairement dire que tu vas être une personne dangereuse. Oui, on a fait le caporal Lortie, mais c'est des circonstances de vie, puis des backgrounds. Puis cette personne-là n'a jamais eu d'épisode de violence. Fait que comment tu passes de 0 à ça? Ben, moi, je pense que c'est justement Bombardier qui se fait abattre, puis un TBI, là, Traumatic Brain Injury. Ouais. Tu sais, ça a un gros effet, là, sur toi. Oui, sur la psyché humaine. Puis... Oui, c'est ça. Comment on appelle ça, un Traumatic Brain Injury en français? Un traumatisme au cerveau. Un traumatisme cérébral, c'est ça. Oui, c'est juste traumatisme au cerveau. Un traumatisme au cerveau. Mais non, c'est ça. Fait que moi, je pense que c'est pour ça qu'il y avait les voix du cosmos. Puis comme, je lève mon chapeau à sa femme, qu'il a rencontrée après la guerre, après qu'elle avait déjà commencé à entendre les voix du cosmos, puis avec qui il y a eu 11 enfants. Madame, on vous applaudit. Madame. Toutes mes félicitations pour votre patience infinie. Vos beaux enfants. Tabarnouche. Mais c'est ça. Fait que je suis vraiment pas convaincue que c'était le bon gars. Moi non plus. Non. Alors, malheureusement, j'ai l'impression qu'il n'y aura jamais de justice pour Éric Nicolas, Michel Dubois et Florence Leblond. Non, parce que honnêtement, moi, ça clique pas dans ma tête. Non. J'aime assez ça, faire des cas qui finissent en queue de poisson parce que finalement, c'est épouvantable. Tu sais, c'est comme... Ça me faisait penser au caporal Lortie. Tu sais, j'étais comme... Ah oui, il y a quelqu'un qui a fait un shootout dans l'Assemblée nationale, non, dans la Chambre des communes. C'est certain que c'est quelqu'un qui avait des intentions terribles. Et finalement, la réponse, c'est enjeu de santé mentale. Exactement. C'est triste. Et juge high sur le Benadryl qui vole dans une pharmacie. Ça, c'est une défense quand même le fun. On l'utilise pas assez souvent. Non, on l'utilise pas assez souvent. Mais c'est ça, je trouve ça... C'est pour ça que je trouve ça intéressant. Je trouve que, dernière parenthèse, il y a comme une grosse dichotomie entre ce que nous autres on fait puis ce qu'ils font aux États-Unis quand ils font du true crime. Ouais. Parce que eux autres ont tellement des cas qui sont vraiment cut and clear, tueurs en série, des pervers qui attaquent des femmes, tu sais, wow, gars. Puis nous autres, plus on creuse, tu sais, on a les affaires qui justement nous rendent choqués de par leur banalité, tous les féminicides freaking épouvantables qui nous font pogner les nerfs. Puis à côté, quand on a des affaires qui sortent un petit peu de l'ordinaire, la réponse c'est jamais c'est des fous sadiques, c'est le Unabomber. La réponse, c'est toujours, c'est des gros enjeux de santé mentale qui sont pas monitored. Puis ça me rend triste. C'est triste. Je suis triste pour Thomas Brigham. Ben, tu sais, je pense que c'est... comme, tant mieux qu'il a été dans un institut, par exemple, pour la fin de sa vie. Moi, je pense que pour sa sécurité, c'était peut-être la meilleure affaire. Oui. C'est clairement quelqu'un qui avait besoin de soins puis d'accompagnement, mais c'est pas aussi... pour la sécurité du monde, pour la sécurité à Thomas Brigham. Mais tu sais, je pense aussi que, comme c'est beaucoup la vision, tu sais, américaine, c'est très spectaculaire de comme spectaculariser même des choses qui ne devraient pas l'être. Puis je pense que toi puis moi, c'est comme... On n'irait pas là parce qu'on n'a pas cette mentalité-là. Non, c'est ça, peut-être. Puis je pense que toi puis moi, pis c'est pas... Là, je suis pas en train de dénigrer nos collègues podcasteristes, mais comme... Je pense que toi puis moi, on est deux personnes qui sont trop au courant des enjeux
Puis on a beaucoup d'empathie. Fait que je pense que tout le monde n'est pas capable d'avoir ce ton-là. Puis d'avoir ce détachement-là qui permet de spectaculariser la chose. Non, c'est vrai. Nous autres, on a juste le détachement qui permet de faire des jokes que les gens trouvent pas drôles. C'est leur prérogative, mais non, c'est ça. Moi, c'est que moi, ce que je vois présentement, c'est comme, à quel point les personnes qui ont des enjeux de santé mentale, comme dans les années 50, on te faisait un trou dans la tête puis on t'envoyait au Royal Vic. Puis là, on a une bonne excuse de prendre cette personne-là puis de la maudire en prison. Ben là, je m'excuse. Attends, j'ai entendu dire ça dans un des épisodes sur la panique satanique. L'affaire de on te fait un trou dans la tête. Oui. Je voulais juste te dire en passant que les lobotomies, là, à partir de comme les années 50, je pense, c'était à travers ton œil. Fait que t'avais même pas un trou dans la tête, OK? Oh my God. Voilà. Je voulais juste t'informer de ça. C'est tellement moins pire. Transorbital, OK? Ça s'appelait. Mais non, c'est ça, effectivement. Je creuse dans ces affaires-là puis je me dis, tu sais, pourquoi il y a pas autant un intérêt pour, tu sais, la criminalité au Québec, toutes ces affaires-là. Puis plus je creuse, plus je vois que c'est parce que, mon Dieu, que c'est des questions qui sont nuancées, plus nuancées que certains gros cas américains, mettons. C'est plus facile de s'intéresser aux gros cas américains, où est-ce que c'est très, très clair c'est qui les good guys, puis c'est qui les bad guys, puis qu'est-ce qui s'est passé. Puis ici, souvent, on tombe dans des affaires où la ligne est beaucoup plus floue. Puis, comme dans un cas comme ça, de un, moi, je suis pas convaincue que c'est le bon gars. Puis, si c'était le bon gars, pourquoi il a fait ça? On pourra jamais vraiment le savoir. Mais on n'aura jamais de réponse, point. Non. Fait qu'il y a quand même quelque chose de moins satisfaisant. Puis c'est pour ça que le monde s'intéresse moins au crime au Québec, parce qu'on aime ça, les affaires qui sont satisfaisantes. C'est ça. On n'aime pas rester sur notre faim. Même si maintenant c'est la fin de cet épisode. Paniquez pas. Ben là, ça peut pas être la fin du podcast, faut que je fasse les Pouliot puis les Scalabrini. Exactement. Et puis moi, j'ai encore plein de féminicides pour vous. Je le sais! Fait que ça, c'est le fun. Je suis en train de voir que jusqu'à la fin des temps, on alterne entre comme un féminicide, une vieille patente à gosse, un féminicide, une vieille patente à gosse. C'est... Jusqu'à date, c'est ça, là. Ça va être écœurant. Ça va être écœurant. Ça va être écœurant. Je suis en train de vous planifier, chers auditeurs, chères auditrices, une longue série sur la guerre de l'Ouest, le clan du bois, les Irlandais... Toujours. Non, mais je veux dire, les frères McSween, les Irlandais qui avaient... Pierre McSween! Non, mais le gars il s'appelait Pierre McSween, le survivant des frères McSween, en tout cas. Fait que la guerre de l'Ouest, les gens, le clan du bois, Donald Lavoie, le plus gros hitman du Québec, la SECO, la commission d'enquête sur les crimes organisés. Je suis en train de vous préparer une grosse série là-dessus. C'est comme mon 2e FLQ. Moi, je continue de pogner les nerfs pour toutes ces fans qui devraient être des nôtres aujourd'hui et qui ne le sont pas. Mais je vais être là pour t'accompagner là-dedans. Littéralement dans 15 minutes quand on va enregistrer notre épisode. Exactement. Yeah! Ben oui, parce qu'on est des partners. Envers et contre tous. Ouais. Envers et contre tous les féminicides et les old-timey crimes. Yes. Fait que voilà, c'était l'attentat oublié de la gare centrale. Et l'histoire ne s'arrêtait pas là. André Martineau change le nom de ton podcast. Et j'étais frustrée! Puis le petit journaliste de la Papa Mobile, là, je me rappelle pas c'était qui, ils l'ont nommé. Puis j'étais comme... Papa Mobile serait comme un... Dude, t'avais une job, c'était d'annoncer qu'il avait fait la PAP Mobile. La PAP Mobile. Il a paniqué! Je sais, il a plein paniqué. En tout cas, j'étais plus capable. Fait que voilà. Bon merci Catherine de t'être plongée dans cette affaire dont on n'entend vraiment pas assez parler. C'était comme vraiment intéressant. Oui. J'entends au Allopolis avec leurs photos weird. Il y avait des photos de gens blessés en dessous des tarps. Ouais, non, je répète, là, s'il y a des curieuses qui nous écoutent et qui se disent comme « Ah, je vais aller m'abonner à l'infolette des archives de Allopolis. » Pensez-y. Hey, pensez-y. En parlant de sensationnalisme, dans le Allopolis, il y a une description de exactement ce qui est arrivé au cadavre. Si ça vous tente d'aller lire ça, vous pouvez. Mais moi, ça me tentait pas de vous le raconter. C'est comme pensez-y, parce qu'il y a aussi des photos de femmes étranglées, de femmes poignardées, de cadavres de femmes dénudées qui se sont clairement fait agresser. Mais il y avait aussi, dans le Upside, une publicité de médicaments pour avoir des beaux seins. Ah, j'en veux. Mais il y a énormément de photos. Il y a énormément d'annonces pour des escortes aussi. Des travailleuses du sexe. J'en ai pas vu là-dedans parce que j'avais pas accès à tout le numéro au complet. J'avais juste accès au début parce que je me tentais pas de leur donner mon argent. Ah, moi, c'était les annonces de lignes érotiques, là. Oui. Puis il y en avait une. C'est parce que des fois, comme pendant mes heures de lunch, je travaille un peu sur un peu de crime au travail. Puis là,
j'avais comme une madame qui parlait au téléphone en jouant après. Puis j'étais comme « Oh, non, 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 non! » Puis naturellement, l'article dont j'avais besoin était juste à côté. Oui. J'étais comme « Je me magasine une nouvelle amie. » Mais sérieux, là, entre toi pis moi, j'aurais aimé ça, être un phone sex operator. Dans le temps. Des années 70, 80, là, ouais. Tu te fais une belle voix, tu sais. Je suis dans mon bébé. C'est comme oui, mais tu sais, c'est ça, t'es habillé en mou, t'es vaché sur ton couch, Ouais. tu manges des crottes au fromage, pis t'es comme « Je m'appelle Bianca, j'ai mon bébé doll en dentelle. » C'est pas pire? C'est pas pire ma voix? Ouais. Yes, yeah! T'as passé l'audition. Yeah! Ben écoutez, merci, chers auditoristes, d'avoir été des nôtres pour cette nouvelle histoire de crime qui s'est passée dans le temps qui n'est pas le nôtre. Si vous aimeriez en savoir plus, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, @unpeudecrime, sur Instagram, @unpeudecrime dans ton café. Si vous aimeriez de la marchandise, on a aussi un Etsy shop où est-ce qu'on a des beaux t-shirts, des belles tasses, des beaux sacs. Gâtez-vous, vous le méritez. J'ai décidé que vous le méritez. Oui. Et si vous aimeriez nous aider à continuer ce beau projet, nous avons un Patreon auquel vous pouvez donner un montant d'argent de votre choix. On ne juge pas ça. Et il y a différents tiers qui sont disponibles pour différents avantages. On vous laisse vous rendre sur le site et faire votre décision. Mais on va remercier 2 personnes qui se sont récemment jointes à nous. Alors, j'aimerais remercier Flo D. Et j'aimerais remercier Bianca Bourgeot. Alors, merci. On espère que vous aimez vos nouveaux avantages dans la communauté Un peu de crime, dont des épisodes sans publicité, des épisodes bonus, des vidéos de Catherine et moi qui goûtent des affaires pas de si de bon sens, et bien entendu, le Discord, qui est, j'oserais bien le dire, le plus beau Discord de l'histoire des Discords. L'oasis de la province. L'oasis de paix! Autant que la plage idéale de Lucien Rivard. Mais faudrait justement qu'on fasse des épisodes bonus, madame. Oui, madame. On avait oublié ça, hein? Fait que Mais je demandons vais t'en à parler tout le monde. tantôt. Chers auditeurs, chères auditrices, est-ce qu'on peut leur demander Donnez-nous qu'est-ce des... qu'ils veulent entendre? Qu'est-ce que vous aimeriez entendre? Voilà. Est-ce que vous avez des thèmes? Moi, j'ai des thèmes que je proposais à Catherine tantôt quand les micros étaient fermés. OK. Mais Les marmottes. exactement. Les marmottes aplaties. Un cube. Oui. OK. Bleu. Bleu. OK, parfait. La Floride. Oui. Parfait. Crocodile. Crocodile. Et crocodile versus alligator. Oh! Faites nous donner des idées. Ça va nous faire plaisir de faire des affaires que vous aimez avoir dans vos oreilles. Mais là, avant de se dire bye-bye, naturellement, je vais vous raconter un film qui a pas de bon sens. Yay! Alors, le film que j'aimerais vous raconter, c'est un film qui est vraiment mauvais, mais paraîtrait que je le décris d'une manière trop divertissante et les gens pensent qu'ils pourraient le regarder puis que c'est pas si pire que ça. Mais non, c'est juste moi qui a la twist, bébé. Ah! Alors, ce film, il est arrivé sur Netflix au début des années 2010 et il met en vedette Alexandre Skarsgård, J'avais tellement hâte que tu le racontes. Paul Rudd Vas-y. et Justin, qui était dans American Psycho, Justin Theroux. C'est Mute et ça a été réalisé par le fils de David Bowie, Duncan Jones. Pourquoi il s'appelle pas Bowie? Ben, c'est parce que Jones, c'est le vrai nom de David Bowie. Je ne savais pas. Mais son vrai nom à Duncan Jones, c'est Zoe Bowie. Mon Dieu, l'état civil aurait dû refuser ça, non? Alors, le film commence avec des Amish qui vont à la plage. Est-ce que les Amish ont le droit d'aller à la plage? Je sais pas. Dites-le moi un peu de crème@gmail.com. Ben pourquoi pas? Je sais pas, moi, c'est... Ils peuvent mettre Mais des gros maillots de bain, là, comme en 1930. Là. Oui. Fait que là, on voit un petit garçon qui a été blessé par un bateau à hélice. Un petit Amish qui a été blessé par un bateau à hélice. Pauvre Amish. Et là, il perd la voix. Alors, le film s'appelle Mute. Hein? Et Pourquoi? Le bateau à hélice a tranché sa gorge? Il a tranché comme ça. Pas pour vrai? Oui. Jesus Christ. Wow. C'est toute une entrée en matière. Là. Hey, j'aime ça. Là, on arrive dans un univers futuriste, pas du tout copié de Blade Runner. En parlant de personnes désorganisées, Philippe K. Dick.
Oui. Alors, on voit Alexander Skarsgård. Il est devenu un genre de barman dans l'univers futuriste. C'est bon de savoir que les métiers conventionnels ont été conservés. Ouais. Mais moi, c'est que c'est un Amish, mais il est comme barman. Mais c'est-tu important qu'il est Amish? Non! Ça, l'affaire, c'est pas important. Fait que Zoe Bowie avait vu Witness avec Harrison Ford. Mais c'est que... Puis Kelly McGillis. On est dans un monde hyper comme technologique, puis lui est comme un peu réfractaire à la technologie, mais je veux dire, t'aurais pu juste créer un personnage qui est réfractaire à la technologie. Là. Je veux dire, il y en a des gens présentement qui ont pas de cellulaire. Là. C'est-tu important qu'il y ait eu un accident, un motoring accident pour le rendre muet, ou s'il il pourrait juste être sourd et muet, non? Ben oui, c'est quand même parce qu'il y a beaucoup de technologie qui est voice activated, fait qu'il est un petit peu comme... Ouais, mais il pourrait juste être sourd et muet. Ouais, mais là, il est juste muet. OK. Parce qu'il s'est fait... For plot reasons. For plot reasons. OK, pour que ça ait du sens. Exactement. Oui, mais okay. là, il sort avec une des serveuses du bar. Mais on sent qu'elle a comme un passé trouble. Puis qu'elle veut pas y dire c'est quoi son passé trouble. Mm-hmm. Et là, on a un autre plot qui est celui de Paul Rudd et Justin Theroux, qui sont comme des GI qui se sont sauvés de l'armée, mais comme des déserteurs, mais je sais pas de quelle guerre. C'est comme des GI américains qui sont comme MIA. Non, qui sont AWOL. Ouais, qui sont AWOL. Faut t'apprendre tes acronymes de l'armée, là, toi. Absent without official leave. Voilà. Ils sont comme AWOL. Mm-hmm. Et AWOL. Justin Theroux est comme un médecin. Je m'excuse, j'essaie tellement de vous l'expliquer d'une manière qui fait du sens, mais ça fait pas de sens. Justin Theroux est un pédiatre pédophile. OK. D'une manière comme pas subtile pour 5 scènes. OK. Et on apprend que Paul Rudd, il est le passé mystérieux de la blonde de Alexander Skarsgård. Il a eu un enfant avec elle. Puis, OK. il va chercher sa fille, puis il la fait garder dans un brothel qui est comme l'affaire la plus grotesque que j'ai jamais vue. Mm-hmm. Où est-ce que, comme, Justin Theroux, en avant de Paul Rudd, arrête pas de dire comme « Ouais, ta fille est pas mal sexy. » Puis sa fille a comme 5 ans. Puis « Ouais, ta fille est pas mal sexy. Oh, j'ai hâte. » Puis je suis comme « La pédophilie, c'est pas ça. C'est pas de ça que ça a l'air. C'est donc bien absurde comme film. Okay. C'est complètement absurde. » Et là, ben, on apprend que la blonde d'Alexander Skarsgård, le problème, c'est que Paul Rudd, il veut comme quitter l'Allemagne pour retourner aux États-Unis. Ils sont en Allemagne? Oui, je pense. Il me semble que ça se passe à Berlin. Il y a des Amish en Allemagne? Oui. Les Amish viennent de l'Allemagne, non? Hollande. Les Amish viennent de la Hollande! Me semble. Le nombre de courriels qu'on va recevoir, j'ai hâte. Wow! Puis... Non, je pense que ça tombe dans la catégorie tout le monde s'en fout, là. Ouais. Tout le monde s'en fout si on se trompe sur d'où viennent les Amish. Je pense que tout le monde s'en fout si on se trompe sur le plotline de Mute. En passant, le film dure 3h30. Pour vrai? Sachez-le, ça dure 3h30. Nice. Et là, c'est qu'on apprend que Paul Rudd, justement, c'est que soit qu'ils sont aux États-Unis puis ils veulent aller en Allemagne, ou ils sont en Allemagne puis ils veulent aller aux États-Unis, c'est comme un des deux. Et là, il veut se sauver avec sa fille, puis là, elle essaie de comme y enlever sa fille, mais elle veut pas qu'Alexander Skarsgård le sache. Mm-hmm. Fait qu'elle essaie de comme faire des procédures, mais j'ai jamais compris pourquoi qu'elle veut pas le dire, Alexander Skarsgård. Mm-hmm. Puis là, à un moment donné, Alexander Skarsgård, il invite sa blonde chez lui, puis là, elle apprend que son secret à lui, c'est qu'il sculpte des dauphins dans le bois. Quoi? Comme, il est un excellent sculpteur. Comme, avec un petit couteau, là, comme qui gosse des affaires dans le bois. Puis là, elle est tellement touchée et émerveillée par le talent de son chum qu'on dirait qu'ils se sont rencontrés la veille, genre, qu'ils font l'amour. Mais là, le lendemain, Alexander Skarsgård, il se réveille, puis elle est pas là. Puis là, il se dit comme « Ah, c'est parce qu'elle est allée à notre travail. Mm-hmm. Mais elle est pas rentrée travailler. Puis là, elle a disparu. Fait que là, c'est la quête d'Alexander Skarsgård pour retrouver sa blonde. Mais là, il y a comme plein de défis qui se présentent à lui, parce qu'avec la technologie qui est comme voice activated, il peut pas comme activer les affaires avec sa voix, tu sais. Puis là, je me rappelle pas comment, mais il finit comme par faire le lien avec Paul Rudd, mais finalement, c'est comme Paul Rudd qui finit par l'attaquer lui, puis le kidnapper. Puis t'apprends que tout ce temps-là, la fille est morte. Parce que Paul Rudd, ce qui est arrivé, c'est que Paul Rudd, il les avait suivis en cachette un soir, quand il l'a amené chez lui pour lui montrer qu'il sculptait des dauphins dans le bois, tu sais. Mm. Puis là, il regardait par la fenêtre, puis là,
quand il l'a amené dans son atelier pour lui montrer les dauphins, il a mis des somnifères dans leur tasse de tisane qu'il avait laissé dans la cuisine. OK. Puis il est ressorti par la fenêtre. Puis là, eux, ils sont retournés dans la cuisine, puis ils ont fini leur tisane, puis après, ils sont comme allés comme faire des enfants. Ouais. Fait que Paul Rudd, il est ressorti, puis il a attendu de voir qu'il s'endormait. Puis là, il est rentré, puis il a kidnappé la fille. Mais la fille, il l'a comme emballée dans du plastique, puis il a pas pensé à lui laisser des petits trous pour respirer. Fait qu'elle est morte emballée dans le plastique. Ça finit comment? Mais là, ça finit que Alexander Skarsgård, il est comme vraiment triste puis fâché. Ouais. Fait qu'il tue Paul Rudd. Ouais. Mais là, Justin Theroux, il réussit à comme le overpower. Puis il décide de faire l'opération sur ses cordes vocales pour qu'il puisse parler. OK. Puis là, Mais c'est un pédiatre pédophile, c'est Ouais. pas un chirurgien, là. Puis là, il le met dans un camion, puis il l'amène sur un pont. Puis là, Alexander Skarsgård, il se rend compte que maintenant, il peut parler, tu sais. Uh-huh. Puis là, il est comme, mais pourquoi? Puis là, il dit, parce que je voulais t'entendre crier quand t'allais souffrir. OK. Mais Alexander Skarsgård, il réussit à comme, y donner un coup de poing puis le lancer en bas du pont. Parce qu'il mesure comme 6 pieds 9, genre? Ouais. OK, ouais. Puis là, il vole le camion, puis il va chercher la fille de sa conjointe. Puis là, ils vont dans un diner, puis il montre à la fille de sa conjointe qu'il sculpte des dauphins dans le bois. Puis ça finit comme ça. Wow! J'ai beaucoup de questions. Ok, j'ai pas de réponse. Je comprends pas pourquoi. Je comprends Moi non rien. plus. Pourquoi? J'ai rien compris. À quoi ça servait qu'il y ait un pédiatre pédophile? Pourquoi c'est des GI? Pourquoi ils sont en Allemagne? Pourquoi c'est un Amish? Pourquoi il pouvait pas juste être un sourd-muet? Pourquoi faut qu'il y ait la technologie futuriste? Qu'est-ce que ça amène à l'intrigue? C'était vraiment juste pour avoir une excuse pour avoir l'esthétique de Blade Runner. Comme, c'est clair qu'il a comme vu le Blade Runner de Denis Villeneuve, qui a trouvé ça incroyable, puis qui s'est dit comme, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Ça a combien sur les tomates pourries, par hasard? Sur les tomates pourries, ça a 20%. C'est bon, ça. C'est mieux que Craven le chasseur. Et ça a 5.5 sur IMDb. MDB! Ah, il y a Sam Rockwell aussi, je me rappelais pas. OK. Tellement Est-ce qu'il joue un underrated. enfant? Probablement. Oh non, c'est vrai. Une non. victime de C'est Justin que, Theroux? tu sais, le seul bon film que Duncan Jones a fait, c'est Moon, avec Sam Rockwell. Ah, c'était bon, ça. Puis à un moment j'avoue. donné, ils sont dans un restaurant, puis Moon joue sur une télé. Ah, Fait c'était que bon, Sam Moon. Rockwell est pas dans le film. Mais oui, c'est bon, Moon. C'était très bon, Moon. Puis, ah oui, c'est que je me rappelle qu'à un moment donné, Justin Theroux puis Paul Rudd, ils trouvent le stash de pédopornographie à Justin Theroux. Mhm. C'est quoi le but? Puis il C'est vraiment dit, inutile. t'es vraiment un hostie dégueulasse! Puis il pète la gueule. Ouais. Puis après, il pogne par le chandail, puis il est comme, je te dis, c'est ton dernier avertissement! Puis c'est toi qui paye la bière à soir. Puis les deux, ils partent comme en se donnant comme des coups, comme des amis, genre hi 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 hi. Wow! Moi, j'ai un fun fact complètement inutile. Justin Theroux fait la voix du clochard dans Lady et Clochard en vrai chien. Wow! Je sais, ça fait un clochard très sympathique. Comme bien meilleur que dans le vrai film. Fait que Voilà. c'est ça. Ah, c'était épouvantable. Ce film est beaucoup trop long. Je pense que j'ai dissocié 4 fois en le regardant. Ben là, je comprends. Puis quand mon chum, je me rappelle que quand je l'ai regardé, il venait d'arriver sur Netflix. Mhm. Puis je l'ai regardé en me disant comme « Ah, Alexander Skarsgård, puis Justin Theroux, puis Paul Rudd, quelle belle distribution! Mhm. Puis Moon de Duncan Jones, c'était bon! Mais le Paul Rudd, c'est pas un acteur sérieux. Non, mais là, C'est il un essayait humoriste. d'être sérieux. Ouais, mais il fait de la comédie, ah! Oui, mais tu sais, c'est comme Jim Carrey. Oui. Mais Jim Carrey, c'est pas pareil parce qu'il est bizarre. Oui, il est très Et bizarre. sa vie est triste. Mais en tout cas, puis là, mon chum, je pense qu'il était allé jouer... Enfin, en fait, si je dois deviner, il était allé Au jouer... pickleball. Il était allé jouer à des jeux de société chez des amis. Pardon. Puis il est revenu, puis j'essayais de raconter le film, puis j'arrêtais pas de rire. Mhm. J'étais comme pas capable de raconter le film, parce que j'arrêtais pas de rire. Mhm. Puis là, il y a des gens à qui je raconte ça, puis qui pensent que j'invente des affaires, puis ils décident de regarder le film, puis ils sont fâchés après moi. Mais je vois pas pourquoi ça existe. Je veux pas le regarder. Je veux pas. Non, puis moi aussi, je suis comme, il y a aucune raison pour laquelle Alexander Skarsgård il est amish. Non. Il pourrait juste être une personne sourde-muette Oui. qui se sent délaissée par la technologie, fait qu'il décide de juste pas utiliser la technologie parce qu'il voit que c'est pas adapté à ses besoins. Oui. C'est pas tant nécessaire que ça se passe dans le futur non plus. Ça pourrait se passer comme maintenant. Ben, c'est pas tant nécessaire qu'il y ait autant de focus sur la technologie. Ça a pas l'air d'être technology-driven. C'est pas Arrival. Non. Tu sais, c'est pas comme...
Le côté futuriste est pas un plot point important. Non. Fait que C'était vraiment juste un choix esthétique et rien de plus. Okay. Les personnages de Justin Theroux et Paul Rudd n'ont aucun hostie de rapport. J'ai regardé juste Paul Rudd. C'est du GI. Comme pour dire, comme, OK, c'est l'ex comme un peu fou de comme la conjointe de Alexander Skarsgård. Mais il y a juste rien qui a rapport. Mais il y a rien ça sert à rien qu'il la tue, il y a rien qui a rapport avec rien. On dirait comme 3 personnes qui avaient des scénarios, puis ils se sont comme foncés dedans, puis ils ont décidé de laisser ça de même. OK. Que voilà, c'était mute. C'est moins bon que le film de Winnie the Pooh. Ouais, de loin. Merci. De loin. C'est moins bon que ben des affaires. J'aimerais que ça devienne mon nouveau signature move de toujours comparer les affaires à Winnie the Pooh, comme les chansons de Sabrina Carpenter, comparées aux chansons de Winnie the Pooh. Puis maintenant, ça, c'est moins bon que The Many Adventures of Winnie the Pooh de 1977. Winnie l'ourson. Winnie l'ourson. Voilà. Voilà. Et ce film terrible est fini. Cool. Peut-être la prochaine fois, je peux te raconter Winnie l'ourson. Écoute, notre lore, il est vraiment plein de complexe. sujets random. Mais ouais, OK, ben merci de m'avoir raconté ça. Ça fait plaisir. Merci de plus jamais me le raconter maintenant. Avec plaisir. OK, bye la gang! OK, bye! Toyota's national sales event is happening now with great deals on a wide range of SUVs like the adventure-ready RAV4 or spacious Grand Highlander. Visit buyatoyota.com for deals and more. Toyota, let's go places.